Salut tout le monde, ici Guillaume Wagner, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, je reçois Jérémy McEwen, qui est un professeur de philosophie, mais également auteur, chroniqueur. En fait, je l'ai invité beaucoup pour parler de cet essai-là que j'ai lu qui s'appelle Philosophie du hip-hop, des origines à Lauryn Hill, que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis un gros fan de hip-hop à la base, puis il a traité le sujet de manière intelligente. En tout cas, bref, on va en parler. Vous allez voir, on approfondit le sujet un petit peu plus. Que c'est un gars que je trouve extrêmement intéressant. Je le suis aussi à l'émission C'est Fou, animée par Serge Bouchard puis Jean-Philippe Plot. Que j'étais bien content de le recevoir. Vraiment une belle discussion. Avant d'aller checker ça, je vous rappelle que je suis en spectacle, ma tournée du cœur au ventre. Je suis le 20 novembre à Québec, Théâtre Petit Champlain. Et le 12... Ah ouais, d'ailleurs, je vais le dire ça. Non, en fait, on c'est pas sûr encore. Je le dirai pas tout de suite, mais probablement on va faire la captation du show le 20 novembre à Québec. Et le 12 décembre, mon dernier show de 2019 à l'Assomption Théâtre Hector Charland. Fait qu'allez checker ça, guillaumewagner.com pour des billets. Sinon, il y a mon Patreon qui est toujours actif si vous voulez encourager le podcast. On s'en va écouter Jérémy McEwen. Jérémy McEwen, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là. Merci de l'accueil, mon Dieu. Un plaisir. Écoute, professeur en philosophie, Collège Montmorency, auteur, chroniqueur, tu fais plein d'affaires finalement. Je fais plusieurs choses, ouais. Ben, je commence à faire plusieurs choses. Je dirais que, tu sais, c'était l'enseignement pas mal plus exclusivement il y a 5 ans. Puis là, à un moment donné, on dirait que je sentais que j'avais envie d'élargir la palette. Puis là, ben, les choses continuent à se rajouter. Puis... C'est quelque chose qui est important pour toi de partager ton savoir, de participer à l'espace public? Oui, ben c'est quelque chose qui... Vraiment, je trouve que ça fait partie de... Si tu fais profession de faire de la philosophie dans la vie, tu devrais être un minimum engagé dans la sphère publique. Ah ouais, c'est quelque chose que tu penses... On peut pas être retiré... Ben, c'est possible. C'est juste qu'à un moment donné, à qui tu parles? Pourquoi tu le fais? Ouais. Moi, je me dis n'importe quel métier... On le fait pour ceux qui sont pas spécialistes de ce métier-là. Ouais. Un plombier, il répare les tuyaux de ceux qui savent pas y réparer. Là, ben, je vois ça comme un métier, c'est-à-dire que ben, tu joues avec les concepts puis tu essaies de diffuser ce jeu-là au plus grand nombre de gens possible. Fait que moi, il y a vraiment... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des philosophes plus pointus, plus spécialisés, qui vont aller vers le truc plus universitaire. Puis je veux pas dénigrer ça du tout. Moi, ça me sert, moi, ça me nourrit. Mais tu sais, il peut y avoir refermement de la chose sur elle-même qui est... déconnecté finalement de la réalité. Il faut habiter le réel un petit peu. Je pense, parce qu'autrement... Autrement, c'est plate. Autrement, ça rentre aussi, ça court le danger, du moins, de rentrer dans le stéréotype de la philosophie. Ben, c'est ça. Il y a cette réputation-là pour beaucoup de gens, la philosophie. Oui, puis moi, j'ai compris très vite que je voulais pas aller là, mettons. Là. À un moment donné, j'ai commencé un doctorat que j'ai abandonné, puis je travaillais sur David Hume. Puis là, c'était la problématique de l'identité personnelle chez David Hume. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah oui, tel bout de tête. Puis là, j'allais travailler sur... une phrase, là, pendant 5 ans. Ouais, c'était une phrase super intéressante. Ça disait la chose suivante: l'identité personnelle est quelque chose de ressenti, felt. Puis donc, tu sais, puis moi, je me voyais comme quelqu'un qui a des grognements d'estomac. Là. C'est quoi l'identité, là? C'est comme un grognement d'estomac. Ça passe. Puis tu sais, c'est comme la digestion. Puis je faisais des parallèles avec ça. Puis, c'était bien le fun. C'est juste que j'avais eu mon fun après un mois. Et donc, j'étais comme, ben, je peux pas commencer... Puis le fun est pour toi, à quelque part, à un moment donné, tu sais, que t'as envie de... Oui, ben, il y a ça aussi, l'hyperactivité cérébrale, ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme, OK, là, le hip-hop, OK, cool, le hip-hop, mais tu sais, je suis en train de penser à ce que je vais faire après. Tu sais, il y a comme une espèce de... Il faut que ça roule, il faut qu'il y ait des nouvelles affaires pour que moi-même je reste stimulé. Ça, c'est question très très large, mais qui m'intéresse quand même. Comment tu as commencé à t'intéresser à la philosophie, puis jusqu'à devenir professeur en philosophie? Parce que c'est quand même, c'est vaste, c'est touffu, il y a beaucoup de stock. Tu sais, moi je pourrais étudier Emmanuel Kant pendant 5 ans, puis je ferais pas le tour. Là, tu sais, puis toi, il faut que tu vulgarises ça, des concepts très complexes à des étudiants qui connaissent rien, là, finalement, ou presque. Là, ben, tu vois, on niaisait avant de commencer à enregistrer là, qu'on allait rentrer dans ma vie intime et personnelle. Ah ouais, OK, let's go! Mais donc, j'étais au cégep, 3e session de cégep. J'ai perdu mon père pendant cette session-là. Okay. Puis là, c'était comme, j'avais, tu sais, j'étais très bon en sciences, en mathématiques, en physique, etc., mais j'aimais beaucoup la philosophie, tu sais. Puis c'était comme si, à ce moment-là, ça a fait « suis ta passion ». Tu sais, c'était comme une espèce de tournant qui a vraiment fait « Chris, t'aimes ça, vas-y ». Puis c'est vraiment sur le chemin que j'ai construit. Évidemment, j'ai eu des cours aussi au cégep qui m'ont motivé, que j'ai bien aimé ça. Je parle tout le temps de M. Yvon Roux, que j'ai eu au cégep Maisonneuve en 98. Mais vraiment, cet événement-là, là, du décès de mon père, ça a comme fait « Hey, crime, là, toi aussi, tu vas mourir un jour. Si t'aimes ça, tu gagneras probablement pas beaucoup d'argent avec ça. » Finalement, c'est faux, parce que ça a l'air que tu peux gagner de l'argent à faire de la philosophie aussi. Mais c'était vraiment un choix de passion, puis d'y aller, puis de pas avoir peur. Ça a été qui ton philosophe, ta porte d'entrée, celui qui t'a allumé, qui t'a fait comme « Oh,
là, il y a quelque chose là-dedans. Là. Ouais, ben, il y en a tellement. J'hésite toujours à nommer le philosophe que j'aime plus que les autres parce que je trouve que souvent, ça peut, dans le milieu philosophique lui-même, devenir une espèce de béquille de dire, moi, je suis kantien. Moi, je suis whatever. Mais je te demande même pas celui que tu préfères, je te demande celui que la première fois que tu as lu, tu fais comme, OK, ça, la philosophie, c'est quelque chose qui, ça vient me chercher, il y a quelque chose là-dedans, puis ça, c'est une porte d'entrée vers tous les autres, à quelque part. Je comprends. Ça, c'était dans le cours de Monsieur Roux, justement, au cégep, psychanalyste Carl Gustav Jung. Bon, là, j'ai fait... Bon, c'est bien beau, l'inconscient, Freud, etc., l'obsession pour le sexe, tout ça. Mais le d'élargir vers l'inconscient collectif, puis rentrer dans les archétypes, la notion même d'archétype, moi, j'étais comme, OK, wow. Puis là, j'étais allé lire sur le complexe Jonas-Baleine. C'était plus le complexe d'Oedipe, c'était le complexe Jonas-Baleine. C'est-à-dire que on se fait avaler par la baleine, il faut vaincre le monstre et ressortir de l'autre côté de la rivière, mettons, pour devenir une personne complètement accomplie. Puis là, tu commences à analyser... Bon, les films de Walt Disney, évidemment, le Pinocchio, des choses comme ça. Mais tu sais, au-delà de ça, l'espèce de métaphore de la traversée de la rivière puis la renaissance de l'autre bord, c'est tellement partout dans le devenir héros de sa propre vie, là, si tu veux. Ben, c'est le schéma narratif d'à peu près tous les films. Et... Ben, c'est ça, exact. T'sais, fait que là, j'ai fait, OK, si lui a été capable de mettre le doigt là-dessus, on l'étiquette psychanalyste, OK, là, mais tu sais, si lui est capable de mettre le doigt là-dessus en vivant dans la vie réflexive, c'est-à-dire quelque chose qui recoupe tellement de choses qui me parlent puis qui existent dans le monde autour de moi. OK, ça se passe là, ça se passe en philosophie. Là, ouais. Puis jusqu'à te rendre à vouloir enseigner la philosophie, par exemple, si tu justement ton professeur... Non, c'était pas lui. J'étais justement en train de faire mes choix à l'université. Puis, c'était à l'époque, tournant de l'an 2000, là, il y avait bien des baby-boomers qui étaient sur le bord de la retraite, comme dans bien des domaines. Ouais. Puis, ils sont tous rentrés quand les cégeps sont ouverts. Là, il y a 50 ans aujourd'hui, mais il y a 35 ans à l'époque. Donc, ils étaient au bord de la retraite. Il y avait vraiment des ouvertures énormes partout dans le domaine. Puis là, j'ouvre le journal Le Devoir, puis il y a une publicité qui annonce un nouveau programme à l'Université de Montréal, maîtrise avec option d'enseignement de la philosophie au collégial. C'est-à-dire un petit peu de pédagogie, puis des stages, puis des choses comme celle-là. Puis là, j'ai fait... ça va être ça ma job. C'est une pub dans Le Devoir qui a fait que... c'est con, là, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. J'avais même pas commencé mon bac encore. C'est comme, je vais faire mon bac, je vais faire ma maîtrise avec option d'enseignement au collégial. C'est pratiquement les petites annonces, là. C'était vraiment ça. C'était comme, OK, on peut... Puis aussi, il faut dire, je pensais à mes propres cours de cégep où j'avais l'impression souvent, parce que bon, un cours de philo au cégep, il y a de la matière, puis il y a du magistral, puis t'enseignes, mais il y a beaucoup de discussions, ça fait partie de l'expérience. Puis là, j'étais comme, Chris, ça a l'air le fun là, comme job, c'est-à-dire tu lances, là, tu mets le fondement théorique de l'affaire, puis après ça, tu jases avec le monde. Puis ça m'avait l'air plaisant comme travail, là, vraiment. Puis c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Quand j'ai commencé à enseigner, par exemple, j'étais un petit peu trop formé par l'université, puis j'essayais trop d'en faire du magistral. Fait qu'il y a eu un réapprentissage à faire de laisse-en tomber un petit peu, tu sais, puis tu peux faire... Tu sais, je me souviens au début, là, alors, j'ai commencé à enseigner au cégep de Trois-Rivières, puis je suis désolé aux étudiants que j'ai eus cette année-là. Mes cours étaient très mauvais, 2005-2006, puis là, je suis retourné enseigner au cégep Montmorency en 2009, j'ai pris un break entre les deux. Puis donc, je donnais des cours, tu sais, genre Descartes dans le texte pendant 4-5 cours de suite, sur méditation métaphysique de Descartes, comme j'avais eu moi-même à l'université. Phrase par phrase, puis on décortique, puis on va voir les mots latins, puis c'est long. Ça décourage des étudiants, ça, metton. Là, tu vas peut-être en pogner un au travers. Ben, puis j'arrivais dans mes cours, tu sais, puis il y avait comme le gars qui a l'air d'avoir 25 ans, là, 25 ans, tu sais, il y a 25 ans, il a les pantalons en bas des fesses, puis il nous enseigne comme un prof. C'est complètement, la pratique était T'avais pas de fun là-dedans, j'imagine. J'avais aucun fun. Ah non, j'allais à Trois-Rivières en braillant, là. J'étais dans le boss, puis là, j'arrivais à Trois-Rivières tôt le matin, puis là, j'étais comme... puis j'avais pas compris c'était quoi, j'avais comme oublié, tu sais, ce que j'avais voulu faire. Fait qu'il y a eu un réapprentissage à faire par la suite. Ben, ça vient avec l'expérience aussi, j'imagine. Ouais. À un moment donné, t'étais jeune, puis tu fais ce que tu penses que tu devrais faire, ce que tu as vu, en fait. Là, oui, ça a été... C'est ce que je disais souvent à un moment donné, c'est que il y a eu un déclic où c'était « je le fais pour eux ». Je le fais pas pour moi. De dire, OK, oui, je peux avoir mes propres intérêts, puis les développer, puis là, il y a eu un milieu à trouver par rapport à ça. Mais, tu sais, de se dire, OK, ben, le centre du cours, ça, c'est quelque chose qu'ils nous apprennent dans les cours de pédagogie, mais c'est vrai, là, le centre du cours, c'est l'étudiant, c'est pas le prof. Mm-hmm. C'est quoi, tu sais, puis là, je fais l'effort encore aujourd'hui d'apprendre les prénoms de tous mes étudiants, puis de vraiment faire une espèce de... Tu es un être humain devant moi, t'es pas un numéro, parce que c'est facile de tomber là-dedans. Et donc, de recentrer la chose sur eux, ça m'a nourri moi, tu sais, parce que maintenant, j'apprends dans mes cours.
Ouais. J'apprends les tendances actuelles pour un jeune de 18 ans. Il y a comme une espèce de « Ah oui, OK, ça peut être dans les deux sens, cette affaire-là. » C'est ça l'enseignement, quelque part, j'imagine. Là. Exact. Puis c'est extrêmement important quand même là, d'avoir des professeurs de philosophie allumés et inspirants. Moi, j'ai pas une bonne expérience avec la philo, mais j'aime la philo. Je l'ai découvert plus tard, vraiment. Mais tu sais, comme au cégep, moi, j'avais un prof de philo, là, le premier cours... On arrive là, pendant 20 minutes, il a pas parlé. Il nous regardait, il nous fixait, puis là, il fallait apprendre une leçon avec je sais pas trop quoi, mais c'était juste chiant, puis tout était à propos de lui, là, finalement. Là, comme ça, une espèce de posture de professeur de philosophie, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça, finalement, tu sais, mais plus tard, j'ai découvert des philosophes, puis là, j'ai fait, ah, ok, non, ça me parle à moi, tu sais. Ben, c'est ça, là. Moi, souvent, quand j'entends parler de l'expérience, parce que ça m'intéresse beaucoup, l'expérience des gens qui ont, dans leur cours de philo, puis tu sais, c'est pas je t'en ai eu aucun qui était bon, parce que souvent, ils vont en avoir, OK, j'ai eu 3 cours obligatoires, puis au moins un m'a marqué, puis m'a allumé sur quelque chose, mais tu sais... J'ai abandonné trop vite. Ah, c'est ça. Ben, c'est mon problème. Ben, tu sais, c'est tellement précieux que ça existe, d'abord, là, tu sais, faut en prendre conscience de la chance qu'on... Tu sais, avant, d'ailleurs, je le dis pour... mon syndicat, là, avant c'était 4, là, les cours de philo, puis maintenant il y en a 3, fait il faut pas qu'on en perde d'autres. C'est quelque chose, puis on monte aux barricades périodiquement parce qu'il y a une remise en question de la pertinence de la philosophie vis-à-vis du marché du travail. Ça revient tout le temps, puis comme des pelletées de nuages, puis tout ça, puis ça sert oui, à rien, mais moi l'expression pelletage de nuages, puis ça va devenir un titre de livre quétaine que je vais écrire à un moment donné, mais tu pelles des nuages, il y a des percées de soleil à un moment donné. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose... oui, c'est du pelletage de nuages, mais ça fonctionne. Il y a quelque chose de pertinent là-dedans. Puis les cours de philo au cégep doivent continuer à servir à ça forever. Là. C'est des cours de philo obligatoires, 3 fois plutôt qu'une. Je sais pas si ça existe ailleurs sur la planète, là, puis il faut être fier de ça. Puis il faut je dirais, encourager le dynamisme parmi les profs de philo au cégep, encourager leur présence dans la sphère publique, comme on parlait il y a 2 secondes, parce qu'ils sont... J'ai l'impression que les profs de philo peuvent prendre une place politique même. Là, qu'il peut y avoir une espèce de... On doit faire partie du débat public. Autrement, oui, on sert à peut-être, certainement éclairer certaines personnes en classe, mais sinon, ça devient « Ah oui, je me souviens ». Mais ça peut être tout au long, puis après ça, bon, mais les gens de notre âge, les gens... mais tel prof, etc. Puis ça commence. Puis je suis pas tout seul là, à m'impliquer dans la sphère publique. Ça commence à... les profs sont décomplexés. C'est plus juste les profs universitaires qui ont le droit d'aller au micro de Radio-Canada pour parler de telle chose que je respecte énormément, puis je commencerai pas à nommer du monde, vous les connaissez si vous écoutez Radio-Canada, mais les profs de cégep aussi, d'un autre point de vue, certainement d'un point de vue moins spécialisé, d'un point de vue moins universitaire, mais qui ont quelque chose à dire nécessairement à sa société. Donnons-leur une place. Mais c'est quand même absurde que la pensée soit considérée comme du pelletage de nuages, comme pas mal ça, être un être humain à quelque part. Puis je veux dire, tout est pelletage. L'expérience humaine, c'est du pelletage de nuages. Là, faire du 9 à 5, puis ça, tu pelles des nuages. Là, c'est pas nécessairement... En tout cas, je trouve qu'il y a quand même une conception de la pensée qui je sais pas comment... On démonise quand même les intellectuels. Oui. Il y a quand même un courant anti-intellectuel. Ouais, ben c'est quelque chose que... Peut-être que c'est mérité des fois. Mais... Ouais, des fois, oui. Mais tu sais, les intellectuels... comment je dirais ça? Les intellectuels... Faut leur donner une place. Faut juste les... Faut pas les mettre sur le sommet, puis il faut pas les démoniser. C'est du monde. C'est du monde avec qui on peut entrer en dialogue, c'est du monde à qui on peut poser des questions très franches, c'est du monde avec qui il faut juste entrer en relation, puis à partir du moment où qu'on se donne la permission d'entrer en relation avec les intellectuels, c'est juste du monde avec qui on peut vivre en société. Une société est construite avec du monde qui sont plus du côté intellectuel, plus du côté manuel. Moi, je pense à mon beau-père, par exemple. Mon beau-père qui est manuel, de chez Manuel, puis au début, c'était comme... OK, genre, je suis très intellectuel, tu es très... Comment est-ce qu'on va faire pour entrer en dialogue ensemble? Ben, finalement, avec le temps, il y en a un dialogue qui s'est établi. Il y a quelque chose qui peut... faut juste donner la chance au coureur, il faut juste s'ouvrir à l'autre dans tous les sens du terme. Tu penses qu'il manque d'espace médiatique, justement, pour ce brassage d'idées-là? Tu sais, toi, tu participes à l'émission C'est fou, que j'aime beaucoup, qui est une émission très importante, je trouve. Tu trouves-tu qu'il en manque? Tu trouves-tu qu'il devrait en avoir plus, que ça devrait être plus mis de l'avant? En général? Moi, je pense qu'il peut tout le temps y en avoir plus. Je pense aux émissions de cuisine. Je te donne souvent cet exemple-là. Non, mais moi, j'irais jusque-là. Tu sais, pourquoi est-ce qu'à la table
Christian Bégin, là, quand il est en train de faire des pâtes, whatever, il n'y aurait pas un philosophe au bout de la table pour dire la philosophie des pâtes. Puis oui. quelque chose autour de n'importe quelle émission d'affaires publiques, la semaine verte, des affaires comme ça, qui a un moment de réflexion. Puis là, c'est malheureux, on perd Second Regard ces jours-ci, qui est un peu l'équivalent, à mon sens, de C'est fou, mais à la télé. Ouais. Mais il peut y avoir dans n'importe quel débat le philosophe assis au bout de la table qui va pas avoir réponse à tout. C'est pas ça l'idée. C'est juste qu'il va amener un autre point de vue, qui va élargir la chose, tu sais. Puis s'il y avait plus de place à ça, tout le monde en sortirait gagnant, puis ça permettrait justement de démystifier un petit peu c'est quoi la philosophie. T'sais. On parle de pelleter des nuages. Bon, mais OK, comment ça se fait qu'il y a tellement de monde que le seul but dans la vie, c'est d'arriver à vendredi? T'sais? Puis le week-end, c'est là que ça se passe. Bon, mais moi, comment je vois la philosophie, puis la réflexion, puis le monde intellectuel, c'est que ça soit vendredi tout le temps. Ouais. Il y a comme une espèce de, OK, ben moi, du lundi matin, je réfléchis. C'est parce que normalement, c'est le dimanche qu'on réfléchit. Si on arrive à réfléchir le dimanche avant de rentrer à la job le lundi, puis qu'on se dit « Ah non, j'ai pas envie », on peut flipper la logique de l'affaire, puis que ça soit tout simplement demain, ça va être comme, tu sais, il y en a pas d'arrêt. Il n'y a pas de retraite d'un monde philosophique. Tu sais, moi, le concept de retraite, j'ai écrit là-dessus dans mon premier livre. Pourquoi? On n'a pas besoin d'aller là. On n'a pas besoin de se retirer si on se dit que toute une vie, de toute façon, on est pogné pour pelleter des nuages, je vais prendre ton expression. On n'arrêtera pas. Puis il y a bien du monde qui vont faire « Ah, ben là, moi, j'avais une étudiante qui me disait ça. Ouais, mais vous savez, c'était le premier cours, introduction à la philo. Vous savez, monsieur, je vais avoir le temps pour toutes ces grandes questions-là quand je vais être à la retraite. » Puis là, j'ai fait... Mais ça va on servir arrête à tout, quoi? Là, puis on jase de tout ça pendant les 20 prochaines minutes. Tu sais. Je penserai plus tard. C'est un peu ça. Je penserai plus tard. C'est très... Puis, évidemment, il ne fallait pas que je la juge parce qu'elle aurait créé un mur. Non, mais juste c'est intéressant. Il n'y a pas tout seul à penser ça. Là, non, c'est ça. Mais je lui dis, il va être trop tard. Tu sais, tu commences à penser à 65, 70, ou peu importe l'âge de la retraite. T'aurais pu penser à tout ça avant puis dire ben là peut-être que 35 ans mes 35 ans que j'ai passé à faire X, j'aurais fait, puis peu importe c'est quoi X, là, j'aurais fait complètement d'autres choses. Donc la philosophie, la réflexion par rapport au sens de la vie, là, pour arriver au plus basique de l'affaire, à mon sens, c'est toujours déjà urgent. Il est go maintenant. Là, ouais. Puis de toute manière, comme je réfléchis encore à ça, l'expression pelleter des nuages, je sais pas pourquoi c'est appliqué à la pensée rigoureuse quand on... Tu sais, à peu près tout ce qu'on écoute, les émissions de variété avec des vedettes, on parlait d'occupation double avant. Il y a pas plus pelleter des nuages que ça. Là. Il y a rien, il y a pas de matière. Tandis que penser, il te reste quelque chose qui est applicable à ta vie, qui peut changer ta vie, en fait, carrément. Là. C'est une occupation double que j'ai commencé à écouter rigoureusement cette année pour la première fois. Rigoureusement. Non, vraiment, là, la quotidienne, tout le kit. Là, je suis complètement addict. Mais il y a de la philosophie là-dedans. J'avais fait une chronique à un moment donné chez Rebecca McConnell sur le concept d'aventure. On répète tout le temps ce mot-là. Il a quitté l'aventure. Puis là, j'étais allé lire. Ils ont tout leur vocabulaire. C'est un monde conceptuel. Bon. Puis là, il y a un philosophe italien, puis je ne vais pas me tromper, qui s'appelle Agamben, qui a écrit un livre sur l'aventure. Qu'est-ce que l'aventure? Puis là, il retourne au Moyen-Âge, que la vie au complet était vue comme une aventure. Aujourd'hui, l'aventure, c'est la parenthèse. C'est, je m'en vais à occupation double, ou encore je m'en vais en vacances, ou encore je m'en vais au glissade d'eau, ou encore, tu sais, il y a comme revenir, le moment où je vis une aventure. Pourquoi est-ce que ça serait entre parenthèses, l'aventure? Pourquoi l'aventure, ça serait pas du début jusqu'à la fin? Faire de ta vie une aventure. Ça, c'est possible, tu sais, de prendre des risques à tous les jours, là, tu sais. Je veux dire, moi, je débarque ici, on s'est jamais rencontrés, on a déjà jasé un petit peu sur... OK, je prends un risque, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, où c'est que je suis, il y a des lumières, c'est bizarre, mais Chris, c'est le fun, c'est nouveau. Mais donc, il y a comme une espèce de se permettre d'essayer aussi. Tu sais, bon, l'essai, c'est ça que je fais, j'écris des essais, mais tu sais, si j'essaie, je me trompe aussi. Il y a nécessairement ça, de pas penser à... Avant de, tu sais, souvent, pas souvent, ça arrive moins souvent, mais des étudiants qui vont me demander comment on fait pour commencer à écrire. Je dis, il faut commencer. Tu vas te tromper, ça va être poche, mais à un moment donné, tu vas dire, OK, là, j'ai une bonne page. Tu sais, puis juste de vivre selon l'aventure, ça serait ça un peu aussi, de se dire, je vais essayer des affaires, puis éventuellement, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va être intéressant. Mais c'est ça il y a quelque chose que je trouve d'extrêmement intéressant, justement. C'est fou parce que la prémisse est un peu ça. On n'a pas de solution, on va penser, on va réfléchir, on va brasser des affaires, mais finalement, au final, qu'est-ce qui, on n'a rien réglé, mais c'est un peu ça la pensée à quelque part. Serge Bouchard, le co-animateur avec Jean-Philippe Plot, sort un livre ces jours-ci qui s'appelle l'allume-cigarette de la Chrysler noire. Puis il fait des entrevues autour de ça. Puis là, il est en entrevue à l'émission du matin à Patrick Masbourian.
Puis il dit, bah, c'est fou, ça fait 6 ans que ça existe, puis aucune des questions qu'on a abordées n'a été réglée. Puis là, je dis, ben, c'est exactement ça. Bon, on a parlé de l'amour, ok, d'accord. Puis après ça, on va parler de la solitude, l'opposé du spectre. Puis il y a comme une espèce de... On ressasse, mais tu sais, ruminer, là, c'est quand même beaucoup ça, l'expérience intellectuelle, spéculative, humaine. On rumine, puis on revient en arrière, puis on revient en avant, puis... Mais c'est important de le rappeler parce que c'est pas j'ai pas l'impression que c'est ça que les gens en retiennent de la philosophie. Tu sais, ils voient ça comme une espèce de prétention on a réfléchi à ça, donc voici c'est ça, la c'est conclusion. Comme ça que tu devrais faire ça. Ben, c'est un acte de résistance aussi de dire qu'il n'y en a pas de réponse. Tu sais, moi, souvent, je vais me faire dire par des étudiants que oui, mais s'il n'y a pas de réponse, à quoi ça sert? Je dis, ben, parce que dans la vie, il n'y en a pas. D'explorer des sentiers, c'est une métaphore facile, mais certainement pertinente. Là, tu te promènes dans le bois, tu pour arriver en quelque part. Ben non, c'est pour te promener dans le bois. Puis c'est une métaphore heideggerienne à laquelle je fais référence. Un livre qui s'appelle Chemin de bois, c'est-à-dire je défriche. Je sais pas si je vais arriver en quelque part. Là. Peut-être qu'il va y avoir une clairière à un moment donné, mais la clairière, c'est pas un point d'arrivée. Il va falloir que tu continues à cheminer par la suite, puis à défricher. Puis moi, je pense souvent à les vieux films de guerre, là, le guerrier qui se promène avec la machette. Là. Mettons, bon, mais tu t'avances. C'est pas trop, mais c'est pas grave parce que t'as pas le choix d'avancer. Si t'avances pas, c'est là... Ben, t'as pas le choix d'avancer. Tu peux ne pas avancer, mais c'est là que ça commence à... L'immobilisme, la solitude prend trop de place. Là, justement, je réfléchis à la solitude parce qu'on est sur la solitude cette semaine. C'est fou. Ouais? Oui, je lis comment ça s'appelle? A Brief Philosophy of Loneliness. Okay. D'un philosophe norvégien dont je me rappelle plus du nom présentement. Mais il y a déjà la distinction intéressante en anglais, loneliness, solitude. Puis j'ai pas trouvé, j'ai pas écrit ma chronique encore, là, mais j'ai pas trouvé en français, solitude. Il me semble, ouais. Il y a pas loneliness, en tout cas, j'ai pas tu sais, il y a pas vraiment d'équivalent. Il y a le côté, disons, positif de la solitude. Ouais. Et le côté négatif, le loneliness, là, tu sais. Fait que, bon, pour revenir à ce qu'on disait, si on arrête d'avancer, on peut finir par, rentrer dans non pas du pelletage de nuages, mais un cercle vicieux, là, une espèce de tournage à vide, là, les roues qui spinent. Évidemment, ça, c'est pour ça qu'il faut continuer à avancer sans savoir où on va. Mm-hmm. Et Serge, pour moi, c'est un modèle de vie. C'est comment travailler avec Serge Bouchard? C'est une thérapie à 200$ de l'heure gratis, puis je me fais payer pour y aller. C'est sérieux, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je rentre là-dedans, puis c'est pas pour être cute là, que je dis ça. Là, je rentre là-dedans, puis je me sens soigné dans l'âme. Le monsieur... Il a, je pense, à peu près 75 ans, là, il en a écrit, il en a vécu, il en a vu. Bon. Puis, malgré tout ça, tu t'assis devant lui, puis il te donne l'impression que, égal à égal, il donne l'impression, évidemment. Mais tu sais, il y a comme une espèce de, on va jaser, là, c'est bien correct, on y va. Puis là, on jase, puis on est rendu assez à l'aise que, tu sais, mettons, lui, il veut dire de quoi, puis il lève un sourcil, j'arrête de parler. C'est gros sourcil, là. Ah non, c'est vraiment, OK, je me tais, puis là, tu sais. Puis c'est là que ça devient le plus intéressant en radio, quand... on est là puis qu'on échange vraiment. Parce qu'au début, j'arrivais là puis j'étais comme fuck, c'est Serge Bouchard. Puis là, je lisais mon truc, fuck. Je suis arrivé à bout. Mais là, c'est plus ça. Il y a comme une espèce de... Juste de m'apprendre... Tu sais, moi, la conscience autochtone qu'on commence à avoir au Québec et en Amérique, récemment, ça commence à prendre plus de place. Dieu merci, enfin. Tu sais, le bonhomme, lui, il y a ça depuis un bout là, qui réfléchit à ça. Ouais. Fait que tu sais, il y a comme des espèces d'affaires dans sa pensée que tu te dis, il était en avance, il est encore pertinent. Tu sais, c'est rare des penseurs qui réussissent à garder ça, puis ça va en être un qu'on va encore lire dans 200 ans, j'en suis convaincu. Puis on parlait d'habiter le réel, là, lui, d'être camionneur, tout ça, c'est comme quelqu'un qui était vraiment investi dans sa pensée. Vraiment tout un monument. Le territoire québécois, canadien, américain, il l'a dans les veines. Ouais. Son corps, c'est le territoire américain, t'as l'impression de ça. Là. Et donc, à un moment donné, on faisait une émission sur le Nord. Puis il y a certains thèmes comme ça que moi, j'arrive complètement tout nu parce que je suis jamais allé au nord de Rouyn-Noranda. Fait que là, tu fais comme, bon, OK, on va jaser. Mais là, j'ai commencé à jaser. J'ai parlé cette fois-là de René de Rouen, un graveur super intéressant qui voulait amener l'art maya dans les Laurentides. Fait que là, il faisait comme une espèce de axe nord-sud. C'est super fascinant. Puis donc, tu sais, j'essaie des affaires, mais Serge a été super accueillant, même si, je veux dire, lui, il est allé partout dans le Grand Nord. Puis même chose quand on parlait de la forêt. Moi, j'étais comme, bon, je vais parler de la métaphore, parce que la forêt, c'est, encore une fois, pas quelque chose que je connais très bien. Mais donc, j'ai parlé de la métaphore de la forêt dans la littérature, puis comment ça se fait que la forêt, puis les femmes sont souvent présentées en parallèle, l'espèce de mystère. Ben, justement, l'aventurier qui rentre dans la forêt pour la conquérir. Il y a quelque chose dans les contes, là, beaucoup, là. Belle au roi dormant, etc., qui est beaucoup de ça. Puis il m'écoutait, puis OK, tu sais, puis
on a réussi à établir un échange quand même si, tu sais, je veux dire, tu me mets en face d'un arbre, c'est une épinette noire, une épinette blanche, comme je sais pas, Serge, c'est quel arbre. Fait que il est bon pour ça, pour l'accueil et l'hospitalité, qui sont des valeurs dont on parle beaucoup, puis qui ont bonne presse dans les milieux intellectuels présentement. Ben lui, il les incarne pour le vrai. Ouais, c'est un trésor national, là, je trouve. On le dit pas absolument. assez. Oui, puis il faut le lire, c'est comme se faire bercer. Oui. Tu lis ces trucs, là, à un moment donné, je me souviens plus dans lequel, je pense que c'était au temps des mammouths laineux. Il commence à parler du stade olympique, puis il en fait une métaphore d'une grosse tortue dans l'est de Montréal. Puis là, la fierté vis-à-vis de l'est de Montréal. Le stade, c'est magnifique qu'il soit dans l'est. Puis le jardin botanique, même affaire, part sur Marie-Victorin. Puis il y a comme une espèce d'investissement de terrain 1000 fois connu, reconnu, visité, tout ça. Mais amené d'un autre point de vue, tu sais, faire du stade un élément de fierté nationale franco. Tu sais, il y a comme wow, OK, j'avais jamais vu ça de même. Parce qu'on pensait qu'on avait tous honte de oui, c'est ça, mais tout en te racontant une histoire à propos de lui. Puis là, il revient tout le temps à des trucs fétiches, là, mais Pointe-aux-Trembles, etc. Donc, je l'aime. Ouais, puis tu le lis, là, puis tu l'entends, là, sa voix grave. Oui, puis c'est apaisant. Ben, puis parce que dans l'émission, il fait tout le temps un 5 minutes qu'il lit un truc, là, dans son plus récent livre, c'est ça, là, c'est la reprise de ces éditoriaux-là. Puis justement, parce que dans la conversation, nécessairement, on part d'une idée, on va à l'autre, etc. Mais là, de juste le suivre narrativement, c'est une autre expérience. Puis c'est là qu'il atteint le plus grand niveau de popularité, j'ai l'impression, auprès de son lectorat, auprès du public en général, c'est de juste dire, OK, les autres, vos gueules, là, on va écouter monsieur, parce qu'il y a comme une espèce de rythme qui réussit à aller chercher, qui fait partie de ce qu'il est en train de dire en même temps. Ouais, c'est un grand orateur. Oui. Ben, moi, il était allé à une commission, je me souviens plus du nom, mais c'était une commission par rapport à la question autochtone. Puis là, j'avais des amis qui l'avaient écouté, son témoignage au complet à Ottawa ou Québec, je pense que c'était à Québec. Puis là, paraît-il, il était débarqué, puis il avait juste jasé pendant genre 3 heures, pas de notes, rien, puis je vais vous en parler, moi. Ben, c'était ça, ça faisait partie de son statement, là, juste comme, qu'est-ce que vous connaissez, vous autres, par rapport à, tu sais, écoutez, tu sais, on peut dessus, s'il vous plaît, à faire appel à la communauté autochtone d'abord, mais tu sais, des gens qui connaissent l'affaire, tu sais, puis d'arrêter d'avoir du beau discours, puis d'aller chercher le terrain lui-même. Bon, mais lui, c'est le terrain lui-même. Ouais. Mais j'imagine que c'est quelqu'un qui t'inspire, parce que je trouve que tu sais, moi, je suis depuis le début de cette émission-là, ou presque, là, puis tu te révèles de plus en plus, là. Récemment, t'as écrit une lettre à ton père qui était très, très touchante. Merci. Je savais pas qu'en fait, que ton père, c'était un peintre, un grand peintre. Oui, d'une certaine... Ben, comment dire, moi, je dis tout le temps, il y a les grandes stars de la peinture québécoise, Riopelle, Molinari, disons, là, quelques autres, là. Puis il serait dans la deuxième groupe, là, quelque chose comme ça, là. C'est-à-dire qu'il était très important à l'époque, aujourd'hui moins connu certainement, mais qui, dans les milieux de gens qui s'y connaissent, c'est un artiste important, qui a eu sa grande période comme tous ces artistes-là, dans les années 60 à peu près. Ouais. Mais c'est comment avoir un père peintre? Je le dis pour un mode de vie. Je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelait Jean McEwen. Et puis, moi, j'ai grandi dans les galeries. C'est-à-dire, j'ai grandi dans les musées, dans les galeries, puis c'était rebutant pour moi. Tu sais, je veux dire, je me souviens d'un voyage à New York où il m'amène au MoMA, puis là, il me plante devant un Jackson Pollock, puis je comprends pas, je sais pas c'est quoi qui se passe, Marc Rothko, je comprends rien, tu sais. Fait qu'il y avait comme une espèce, puis ça très longtemps, j'ai gardé ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai gardé une espèce de... je rentre dans un musée, je fais le tour le plus rapidement possible. Parce que de toute façon, j'ai pas l'impression que je peux comprendre une espèce de rébellion envers ce que ton père... Pas exactement. Parce qu'on a tous ça à quelque part. Là. Oui, nos parents, à un moment donné, on veut rejeter ça pour faire autre chose. C'est sûr. Mais c'était pas exactement ça dans le sens où j'ai eu la chance qu'il y en avait un Molinari sur le mur chez nous. Il y en avait un Riopelle sur le mur chez nous. Tabarnouche, OK. Fait que, pour le bien comprendre, c'est ma réalité. Bon, puis pour bien comprendre Riopelle, pour moi, c'était que là, je me ferme les yeux puis je le vois, là. C'est-à-dire, c'est tout le temps que j'ai passé auprès de ce tableau-là. De le voir du coin de l'œil, de le voir de face, de sentir sa pulsation. Là. Absolument. Puis je reconnais ce privilège-là de plus en plus. Puis pour moi, puis là, bon, les musées, tranquillement, j'ai appris à passer du temps. Parce que tu passes vite en face d'un tableau,
Puis mon père aimait niaiser ça. Il a fait une série de tableaux, d'ailleurs, qui s'appelait Tableau pour être vu en passant. Parce que, tu sais, tu rentres, puis là, à un moment donné, il y en a tellement, puis tu fais comme... Là, je regarde les œuvres d'art sur le mur chez vous. OK, ben là, tu sais, je vais m'en rappeler un peu de la figure. Mais c'est drôle, ça, il y a de l'humour quand même, là. Oui, absolument, mais ça prend ça, parce que, tu sais, lui, c'était justement le moment où il avait acheté 2 de ses tableaux, puis là, il est allé se planter à côté, puis le monde, il passait super vite parce qu'il allait voir les Jackson Pollock, puis les Marc Rothko, puis tous les autres. Fait que, tu sais, moi, il y avait cette espèce il fallait de réapprentissage à faire pour comment regarder de l'art dans un musée, tu sais, alors que, c'est ça, moi, l'art, c'était chez nous, c'était les tableaux de mon père chez nous, puis là, il y en a tout le temps eu de ces tableaux-là sur mes murs. Fait que c'était comme si, pour moi, l'art sur les murs, ça fait partie de mon inconscient. C'est vraiment ça que c'est comme... c'est comme un poumon de la pensée, à mon sens. Là, c'est-à-dire que tu t'effoires, là, puis tu le regardes, encore une fois, pas nécessairement de face, là, mais tu sais, tous les angles possibles. Puis même, mon père, il peignait avec les doigts, puis il y a souvent des motons de peinture, tu sais. Puis quand j'étais petit, il fallait pas le faire, mais on le disait pas, mais tu sais, je passais mes doigts sur les motons. J'adorais ça, j'étais comme... Il y a un peu de toi dans ces... Il y a un peu de toi dans ces toiles. Ben oui, peut-être un peu de sébum, je sais pas. Mais il y avait, tu sais, cette espèce de côté tactile de la chose que j'ai vraiment intégré, c'est-à-dire qu'une toile, c'est une expérience, puis c'est comme ça que mon père la défendait, c'est une expérience sensorielle. Tu sais, t'as envie de... Ah ouais, c'est de la pâte, là, tu sais, il y a vraiment quelque chose. Puis je lisais récemment sur un artiste, encore les nationalités, j'ai de la misère, américain, je pense, qui vivait en Italie, il s'appelle Cy Twombly. Cy, C-Y, Twombly, T-W-O-N-B-L-Y. Allez checker ça là, sur Google, c'est magnifique. Ce qu'il faisait, c'est-à-dire, c'est de l'art abstrait dans la tradition de ce qui était très à la mode des années 50-60, mais c'est des grands tableaux, une certaine période en tout cas de ce qu'il a fait, des grands tableaux blancs, griffé, il y a comme une espèce de... Je m'en vais voir ce qu'il y a en arrière, tu sais, presque Stephen King, là, tu sais, genre une griffe qui transparaît à travers le truc. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, ben la première fois que j'ai vu ça, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça fait 2 ans, c'était à Pompidou à Paris. Puis il y avait une grande rétrospective Cy Twombly, puis là j'étais comme, mon Dieu, je vis quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Puis donc, le réflexe que j'ai réussi à cultiver, c'est... On va laisser ruminer la chose. Puis là, 2 ans plus tard, la semaine passée, je lisais 2 essais de Roland Barthes sur Cy Twombly, qui s'est fait approcher par une galerie en 1970, ma mémoire est bonne. Puis, tu veux-tu écrire le texte d'un catalogue d'exposition? Puis là, Roland Barthes, il est genre, bah, tu sais, moi, là, je me les commande, ça m'intéresse plus trop. Mais finalement, il va voir les œuvres, puis non, il faut que je fasse ça parce que c'est majeur. Puis là, il commence à faire des parallèles avec la philosophie orientale dans son texte. Puis il commence à dire, il construit un espace à l'intérieur de la toile en écrivant le mot... Je me souviens plus c'est lequel, je pense que c'est Virgile. Parce que des fois, il écrit des mots dans ses toiles, ce Twombly. Puis, bon, mais Virgile, pourquoi il écrit ça? Bon, mais il est en train... Oui, il y a juste le mot Virgile, mais il est en train de référer à la vieille culture latine, tout ce qui vient avec, etc., avec un mot au cœur d'un espace. Bon, fait que là, tu sais, c'est juste de se dire, de laisser le temps aux choses pour qu'elles puissent mûrir dans l'esprit, particulièrement vis-à-vis de l'art qu'on peut étiqueter difficile, là, tu sais. Ouais, ça, il y a des gens que ça fâche, ça, justement. Dire, je pourrais faire ça, c'est n'importe quoi. Puis ça m'est arrivé. Mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans, tu sais. On est venu te chercher, là. Quand t'es piste après de quoi, t'es quand même en train de vivre quelque chose, là, tu sais. C'est vrai, je suis d'accord. Je me souviens plus si c'était au Musée d'art contemporain ou au Musée des Beaux-Arts, mais à Montréal. Puis, j'étais en face d'un tableau de mon père, puis là, évidemment, je me plante à côté un peu plus longtemps que les autres. Puis il y a une madame qui dit... Oui, non, je suis capable de faire ça, moi. C'était un tableau tout rouge, là, tu sais. Il fait à l'époque, c'était les années 50, beaucoup de monochromes, très monochromes, là, tu sais. Fait qu'à la limite, ben, c'est vrai que la madame, elle aurait été capable de faire ça, mais tu sais, c'est tout le temps... Pourquoi tu l'as pas fait? Ouais, c'est ça. Tu l'as pas fait en 1952, tu l'as pas fait... En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais, puis je veux dire, t'es pas peintre, là. C'est une madame, moi, random. C'est ça. Personne va faire oh mon Dieu, mais quelle démarche incroyable. Ben, puis moi, j'ai grandi là-dedans, c'est-à-dire, puis c'est pour ça aussi qu'il y a eu une adaptation à faire, c'est-à-dire que mes amis... à 10 ans, là, tu sais, qui rentrent chez nous. Il n'y avait pas de riopelle à la maison, eux autres. Non, puis c'est quoi ces barbeaux, là? Tu sais, c'était carrément ça. N'importe qui est capable de faire ça. Je l'ai eu dans ma tête dès l'âge de 10 ans. Ouais. Fait que là, c'était comme tout défaire ça, mettons, puis d'arriver finalement à sa dernière série de tableaux en 1998, qui est encore ma préférée, qui s'appelle Poème barbare. Puis là, il y a eu un moment, un déclic. J'en avais parlé au micro de Rebecca McConnell, parce que la lettre que j'ai faite à C'est Fou, c'était la deuxième. J'en avais fait une première avec pas entendu Rebecca. La première. Puis les poèmes barbares, donc là, il y a une espèce de déconstruction de l'espace. C'est-à-dire, oui, ça reste
à base monochrome, si tu veux. Mais là, il y a quelque chose qui sort, qui émerge là, carrément. Là, un mauve avec plein de couleurs weird mises ensemble. Puis là j'ai vraiment... Puis j'ai été chanceux, là, c'était 1 an avant qu'il décède. J'ai vraiment bondé avec mon père par rapport à son travail, juste à temps. Ça a été long, là, quand même. Ça a été très long avant que, tu sais, je trouvais ça... T'avais intégré, toi, mon père fait des affaires que n'importe qui peut faire, là, quelque part. J'avais fini par trouver ça joli. Décoratif, peut-être. Mais je voyais pas la valeur, tu sais. Là, aujourd'hui, je la vois par rapport à tout le reste de la production, mais à 18 ans, tu sais, tu veux des affaires qui flashent, tu veux des affaires qui sont loud, tu veux des affaires... Puis là, c'était une série qui flashait, tu sais. Puis lui-même avait commencé à s'intéresser à ce que ses enfants pensaient de son travail. Fait que là, tu sais, de ressentir ça, que c'est pas juste comme t'aimes-tu ça en joke, là, mais tu sais, que c'était vraiment... on va faire un dialogue par rapport à mon travail. Je l'ai senti, puis donc, tu sais, ça a comme... Ça a fait une vraie rencontre, là, je dirais. Wow, c'est très beau, ça. Puis tu parlais justement, je pense après cette lettre-là, ou peut-être dans ta lettre, tu parlais que ton père, c'était un gars de droite. Tu disais qu'il aurait probablement voté pour la CAQ, puis tout ça. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on dit pas souvent. Tu sais, moi, mettons, mon père a probablement voté pour la CAQ. On n'a jamais vraiment jasé de ça, tu sais. Puis souvent, on est vraiment très... on est très sévère là, avec dans notre cercle, notre chambre d'écho, on est très sévère avec ces gens-là, mais c'est notre famille, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant que tu disais qu'on donne pas beaucoup de lettres de noblesse à la pensée conservateur. Oui, ben le Québec qu'on célèbre, et à juste titre, des années 60, la Révolution tranquille, puis on remonte au refus global, 48, puis bon... Puis oui, c'est magnifique, mais place à la magie, là, puis place à la révolution, puis place à tout ça. Je suis désolé, mais c'est pas ça qui s'est passé. On a dit non 2 fois. La CAQ est rentrée, puis elle a 75% de je sais plus combien, là, mais elle a un maudit gros pourcentage d'approval en ce moment. Ben, quand une révolution est tranquille, c'est que tu vois que fallait tirer tranquillement d'un bord. Là. Puis que ça a freiné aussi à un moment donné. Puis mon père, oui, était quelqu'un de très conservateur sur toutes sortes de questions. Puis lui, il votait tout le temps. Il était très fier. À toutes les élections, il se vantait d'avoir voté pour le gagnant. il n'y avait pas vraiment de conviction. Fait que, OK, dans le temps d'un tel, ça va être Mulroney. Puis dans le temps d'après, c'était sauf sûrement l'année du PQ, que là, il n'a pas voté pour le PQ parce qu'il était... Ça, c'était assez clair. C'était non. Okay. Mais tout ça pour dire qu'il y avait ce côté-là là, qu'on dit souvent, le côté frileux là, par rapport à l'indépendance du Québec, par rapport à... Les gros changements, finalement. Oui, c'est ça. Puis moi, si la CAQ a autant de succès en ce moment, c'est parce qu'il touche à ça. Puis moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. C'est de me dire, si je pouvais m'asseoir en face de mon père aujourd'hui, c'est de dire, OK, pourquoi tu as voté pour eux autres? Il y a des raisons derrière ça. C'est de commencer à... Puis justement, la chambre d'écho dont tu parles, moi, je vais éviter ça à tout prix, ne serait-ce encore en lien à mon enseignement. Parmi mes étudiants, il y a du monde qui vote à droite, à gauche, au centre. Bon, ben je peux pas commencer à dire, si tu votes pas du, entre guillemets, bon bord, je respecterai pas ton point de vue. Fait que juste d'essayer de comprendre la cohérence des points de vue des gens. C'est beaucoup ça, puis de comprendre aussi l'évolution du Québec. C'est là-dedans que je suis. Là, je travaille sur un essai sur mon père. C'est une longue lettre adressée à lui, finalement. Et donc, de dire, je veux te comprendre, j'essaie de te comprendre, je te comprends. Mais pourquoi, quand même? Je comprends, mais pas tant. Là. C'est ça, genre. J'ai des questions. Ben, ça a pris un moment avant que je me sente prêt à faire ce genre de choses-là, mais là, j'y suis, là, c'est-à-dire d'intégrer une réflexion filiale avec une réflexion générationnelle. J'ai l'impression que je suis rendu là dans mon esprit. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'on aurait besoin de ça, un espèce de dialogue avec... Tu sais, je me pose souvent la question, y a-tu des intellectuels de droite, là, tu sais, comme qui sont capables d'exprimer cette pensée-là, qui me semble être une pensée plus proche du monsieur, madame, tout le monde, là? Est-ce qu'il y en a en ce moment au Québec avec qui on... Tu sais, je sais... Bon, il y a des Mathieu Bock-Côté puis ça que je trouve c'est pas, tu sais, des fois je trouve ça plus difficile là, je trouve qu'il y a des affaires qui sont difficiles là-dedans, qui sont problématiques, que j'ai pas tant envie de comprendre. Mais tu connais-tu des intellectuels de droite avec qui tu peux dialoguer, essayer de comprendre tout ça? Ben moi, il va peut-être être malheureux que je le nomme, mais tout bad. C'est un collègue au cégep qui travaille aujourd'hui pour le gouvernement de la CAQ, un prof de philosophie au Collège Montmorency, qui travaille au bureau du premier ministre aujourd'hui. Il s'appelle Benjamin Bélair. Puis Benjamin Bélair, c'est un bon ami à moi. On est, tu sais, c'est mon voisin de bureau, puis on avait des conversations, tu sais, c'était avant l'élection, là, puis aujourd'hui, ben, il est en break de prof parce qu'il travaille pour François Legault, mais il y a comme une espèce de, pour ceux qui s'en rappellent, il s'était présenté contre Gabriel Nadeau-Dubois dans une partielle dans Rosemont-du-Patrie, puis il s'était fait planter, évidemment,
Parce que lui, c'était pas ça. Il voulait être derrière, en coulisses. Puis, crime, Benjamin Belair, à ma connaissance, il écrit pas tant que ça sur la logique de il écrit pas publiquement, là, disons, là, mais un jour, j'ai l'impression qu'il va écrire de quoi, puis ça serait très s'est intéressant. présenté de manière cohérente, peut-être avec moins le côté abrasif, polémiste, à la Mathieu Bock-Côté. Ouais, le clickbait, puis tout ça, qui est un peu agaçant, tu sais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais cela dit, I will say this pour Mathieu Bock-Côté. Moi, j'allais dire j'ai eu la chance, je sais pas, là. Mais pendant ma maîtrise, j'avais des séminaires avec lui. On était en même temps, lui, il faisait sociaux et philo. Là, il se présente comme sociologue, mais il est philosophe pas pire. Là. C'est juste que peut-être que ça clique moins quand il se présente comme philosophe. Il est très philosophe. Il a déjà pelleté des nuages. Ben oui, en masse. Puis là, c'était un cours qui s'appelait Imaginaires sociaux. C'était un cours sur les utopies. Fascinant cours, donc l'histoire des utopies depuis Platon, puis le communisme. En tout cas, puis on fait le tour là, de toutes sortes d'affaires. Puis lui, il faisait que des exposés dans le séminaire sur le nationalisme québécois. Puis moi, j'étais comme dans une période où j'avais mis la pédale douce là-dessus, post-95, puis là, on est en 2000 à peu près, là, puis je suis comme, oh non, les nationalismes mènent à toutes sortes de discours. Ouais, dérive. Puis... Ouais, c'est ça. Puis là, il fait un exposé sur la nécessité historique de l'indépendance québécoise, puis là, vraiment, en tant que, regardez, là, vous pouvez être pour ou contre, mais l'histoire nous le commande. Puis là, bon, il faudrait que je revisite les arguments qu'il avait donnés, mais j'étais assis là, puis déjà, je le connaissais en tant que personnage de droite qui peut être très rough sur certaines affaires, mais il m'a convaincu, puis je suis jamais retourné de l'autre bord. Fait que, tu sais... Ah ouais, OK. Moi, je trouve c'est certainement pas quelqu'un de... Il y a une valeur dans ce qu'il peut raconter. Tu sais, puis il sait... C'est peut-être quelque chose qu'il apprend plus récemment, mais il était dans les médias avec Marie-Louise Arsenault. Oui, je pense à Télé-Québec. Puis, tu sais, bon, il y avait Mathieu Bock-Côté, puis il y avait 3 personnes de gauche autour de lui, tu sais. Puis... ils sont pas arrivés à le coincer. Hein, il y avait comme tout le temps l'espèce de... C'est ingrat comme position, là, arriver tout seul. Là. Puis il l'a fait, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de... Certainement, je veux dire... Je suis tellement en désaccord avec lui sur tellement d'affaires. Mais il y a quand même une espèce de... Il est capable, tu sais. Puis il défend son affaire avec des arguments... Peut-être moins, tu sais, moi, j'irais moins vers ses chroniques dans le journal, là, où là, il essaie de juste... Ça évolue d'une manière assez particulière. Mais... il faut aller voir ses livres. Il y a quelque chose, il y a une pensée de droite au Québec qui, tu sais, puis c'est pas pour rien que François Legault qui a tweeté qu'il lisait du Mathieu Bock-Côté cet été. C'est parce qu'il y a, OK, on va aller chercher des idées là. C'est notre intellectuel. Ça me fait penser, j'ai envie de parler de ton livre. Tu sais, on parlait de Mathieu Bock-Côté qui, tu sais, des fois, il y a un côté un petit peu polémiste qui m'agace un peu. Tu as écrit un livre qui s'appelait Avant, je criais fort, qui est un peu un appel au calme, à quelque part, un peu à la réflexion, à la pensée, à la méditation, à quelque part. C'est-tu quelque chose qui t'agace, justement? Tu trouves-tu qu'on est trop dans une espèce de culture de débat, où on est polarisé? J'ai souvent l'impression qu'on veut faire un show avec ça. Ouais. Puis, pourquoi le livre s'appelle Avant, je criais fort, c'est que quand j'ai commencé à faire des chroniques à radio, j'ai l'impression que c'était ça qu'il fallait faire quand tu faisais de l'opinion à radio. C'était à l'époque, là, pour les vieux qui nous écoutent, ça s'appelait Bande à part. Puis Bande à part, c'était la culture alternative à Radio-Canada. Fait que le hip-hop, c'était juste là. Aujourd'hui, c'est partout, là, mais tu sais, le hip-hop, le métal, toutes sortes d'affaires. Puis là, à un moment donné, on me demande, on aimerait ça avoir une chronique d'opinion à l'émission. Puis là, je suis comme, OK, cool. Puis là, je débarquais. Et je crachais du fiel sur quelque chose pendant 7 minutes. Puis là, j'arrivais au bout, puis j'avais oublié l'animateur. D'ailleurs, je salue Alexandre Courteau parce que j'avais comme oublié qu'il existait. T'avais la tante qui faisait ça. Ah non, j'étais vraiment comme fâché. Puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais il n'y a aucun écho. Puis je dirais que ça peut avoir une place de se fâcher, certainement. Ouais. C'est juste que je me suis rendu compte que ça me ressemblait pas. C'était pas ma place à moi. Dans le monde intellectuel québécois, si je voulais avoir une place, il fallait pas que je le fasse de cette façon-là. Il fallait que je le fasse à ma façon, qui ressemble beaucoup plus à celle de Serge Bouchard, justement, que je vende dans l'introduction de ce livre-là. C'est un hommage à Serge Bouchard, l'introduction, du moins. Puis après ça, c'est toutes sortes d'autres affaires. Mais moi, si je veux faire ça, je peux pas y aller dans l'espèce... À chaque fois, je me fâche. Je dis des niaiseries. Puis je me souviens, la dernière fois, je me suis fâché... Mais c'est de l'émotion, se fâcher. Oui, je sais, mais la dernière fois, non la réflexion. Ouais. Mais la dernière fois, je me suis fâché, j'ai regretté. C'était, à un moment donné, tu t'en souviens, j'avais fait une affaire sur les humoristes. Ah oui, c'est vrai. On va parler des pop plus tard, mais on a commencé avec un beef. Oui. J'avais fait une affaire, c'était... toi, t'avais fait une chronique sur Martin Matt. T'étais pas content de son association à Maxi. Maxi, ouais. Bon. Puis moi, je m'étais fâché comme, voyons donc, là, les humoristes, ça prend trop de place. Puis j'avais fait comme je faisais dans le temps, tu sais. Puis après ça, tu m'avais écrit, puis on avait commencé à jaser un peu, tu sais. Puis là, j'étais comme, pourquoi à moi-même, pourquoi tu t'es fâché?
regarde, t'as juste dit des bêtises qui n'ont rien changé encore une fois. Fait que, mais c'est faire de l'effet. Puis moi, j'en ai fait des chroniques d'humeur, bien fâchées, puis tout ça, mais on joue avec l'effet, on veut provoquer quelque chose chez l'auditeur, mais on n'est pas en train d'essayer de faire avancer la pensée. Je veux dire, moi, en tant qu'humoriste, c'est pas ma responsabilité, mais j'imagine que toi, tu te donnes un peu plus la responsabilité d'amener un angle différent, original. D'élargir le débat, j'allais dire, de contribuer un tant soit peu à déplacer une coupe de plaques tectoniques. Juste de faire comme, oui, il y a ça, mais il y a autre chose aussi. D'élargir le plus possible, faire de l'effet, je comprends, c'est le fun. C'est le fun de, comme paf, le coup de poing. Mais après ça, quand entrer en dialogue autour de whatever, des fois, on est irresponsable avec des sujets qui sont quand même qui mériteraient un petit peu plus de respect. Ça va vite, tu fais comme OK, paf, puis c'est simple. En tout cas, pour moi, je le voyais comme c'était comme trop simple. J'écrivais la chronique comme c'est rouge. Yes. OK, ben là, puis là, c'est fini. Puis j'ai exprimé le rouge. Mais c'est parce qu'il y a une complémentaire au rouge, c'est le vert. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est être indigné de manière programmée, là, faire des chroniques aussi des fois, là, puis c'est court, c'est 5 minutes, 6 minutes, puis faut que tu rentres ton espèce d'indignation là-dedans, tu sais. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que quand tu... En tout cas, pour moi, c'était ça. Là. Quand je faisais ça, tu te fais appeler. T'sais? Ben oui. Puis tu te fais payer. Puis là, tu te fais payer. Puis tu dis, ça marche quand je fais ça. Je vais avoir d'autres chroniques. Puis je vais faire monter mon cachet. Puis là, tu sais, il y a ce game-là qui embarque aussi. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, garde, coudonc, là, tu veux, je me fâche, appelle quelqu'un d'autre. Il y a plein de monde qui sont super bons là-dedans. Toi, tu me dis, OK, c'est peut-être mon rôle. Bon, c'est peut-être le rôle d'un Guillaume Wagner. C'est peut-être le rôle de quelqu'un. Mais moi, c'est juste, c'est beaucoup ça aussi. Là, excusez pour le human, là, mais d'accepter qui je suis. Là, c'est comme de faire. Regarde, là, il y en a d'autres qui font ça. Moi, je fais moi, puis c'est bien correct aussi. Puis, paradoxalement, oui, ça marchait quand je faisais ça, mais ça marche mieux depuis que je fais plus ça. Ouais. Fait que, à un moment donné, d'être soi-même, ça marche, c'est vrai. Non, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est une belle nuance que tu apportes sur cette espèce de climat-là qu'on a en ce moment, mais en même temps, je me ferais quand même l'avocat du diable en disant que, il n'y a pas des moments où on devrait justement se fâcher un peu, comme, mettons, là, on ramène le débat sur l'avortement, là, c'est comme, bon, là, faut-tu vraiment jaser de ça de manière calme et posée, écouter l'argument de l'autre? Est-ce que, c'est quand, on dirait qu'on vit tellement c'est tellement polarisant en ce moment qu'on dirait que la seule réponse à l'affaire épouvantable que t'entends, c'est de te fâcher. Mais ça, c'est un cercle vicieux, finalement. Tout le monde a crié puis on s'entend plus. Certainement, il y a des questions sur lesquelles l'indignation a sa place. Moi, tu sais, comme je réfléchissais au titre de mon premier livre avant que je criais fort, puis j'étais comme, oui, OK, pour moi, la posture calme, ça me ressemble, etc. Mais aussi, l'homme blanc fâché, ça, il y en a eu assez. Tu sais, je veux dire, moi, de dire à quelqu'un issu de la communauté autochtone qui devrait pas se fâcher, on s'entend-tu que ça serait cave en sacrament? Ouais, puis Dieu sait qu'ils l'entendent. Bon, voilà. C'est pas comme ça qu'on veut l'entendre, ce message. C'est ça. Fait que, tu sais, l'indignation féministe, l'indignation... Jamais je dirais que ça n'a pas sa place. L'indignation féministe vis-à-vis particulièrement de la réouverture de la question de l'avortement, tu sais, fait que non, c'est sûr qu'il y a des plaques. Fait que, tu sais, mon calmons-nous, puis avant, je criais fort, tu sais, puis je me faisais inviter, ça fait quand même déjà 1 an et demi, là, mais je me faisais inviter à en parler de ce livre-là, puis on devrait se calmer en général, puis souvent je me ramassais à recentrer vis-à-vis de moi, mon identité, mon histoire personnelle dans les médias, juste pour pas faire comme si le calme était la réponse en toute chose, parce que ça l'est pas. Les 500 000 personnes dans la rue qui criaient pour le climat il y a un mois, bravo, tu sais, il y a des choses qu'il faut juste faire comme là, Trudeau, ton pipeline, c'est complètement... Ça va faire, genre, bon, c'est sûr. Ouais, mais tu peux le faire sans te fâcher aussi, tu sais, tu peux le faire Oui, certainement. Ça a peut-être plus de force, tu sais, moi, je sais que, je vais prendre comme exemple ma mère, là. Tu te fâches, tu vas jamais, tu vas y faire changer d'idée. Peu importe à quel point tu as raison, là. Elle écoute plus, elle est dans l'émotion, tout ça. Mais tu sais, si calmement, tu lui expliques quelque chose, puis t'es dans le respect, puis dans l'écoute, puis dans le dialogue, facilement, tu vas réussir à faire comprendre quelque chose. Fait que, tu sais, moi, je suis assez d'accord avec toi que, tu sais, moi, genre, c'est ma personnalité me fâcher, là, mais je sais que c'est pas efficace. Je peux te confirmer ça. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui fasse comme, hey, tu m'as gueulé dessus, j'ai compris des affaires. Puis moi-même, tu sais, des fois, je me suis fait dire des affaires par des gens, je me suis fait agresser, puis il y avait raison, mais j'étais comme, tu sais, ça t'amène pas une bonne émotion, là. Ben oui, moi, je pense à un ami à moi, que je nommerai pas cette fois-ci, parce que une personnalité publique, pas toute, mais on était assis, on prenait
plusieurs verres dans le sud-ouest de Montréal, puis tu sais, c'est quelqu'un de pas mal plus à droite que moi, puis là, j'étais comme, OK, oui, d'accord, on voit pas les choses de la même façon, mais d'aller chercher dans sa position à lui, ça, c'était par rapport au nationalisme, par exemple, parce que moi, dans ma chambre d'écho, à moi, le nationalisme, c'est out au bout. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, oui, ben, on peut pas mettre une croix sur le nationalisme, je suis d'accord avec ça. Regarde les chiffres au Québec en ce moment, là, mettre une croix sur le nationalisme, sorry, ça n'a pas l'air à passer. Fait que, tu sais, juste de dire, OK, ce que je peux aller chercher dans ta position, puis de dire, laissons faire tout ça sur quoi on n'est pas d'accord, trouver des points d'entente, puis après ça, construire là-dessus. Pas le consensus à tout prix, mais certainement chercher certains points de consensus pour créer s'avancer, là, à un moment donné. Là, pas juste faire moi c'est ça, toi c'est ça, parce qu'après ça, c'est le relativisme, c'est l'immobilisme, c'est le manque de projet social qu'on décrit souvent, qu'on critique souvent au Québec. Et au Canada, j'ai envie de dire, ben, si on veut avoir un projet social, il faut trouver des points communs, nécessairement. T'sais. Mais je trouve ça intéressant, là-dedans, tu dis aussi que, souvent on dit qu'au Québec, on n'aime pas la chicane, mais toi, tu dis comme non, on aime ça, là, on aime quand ça pète. Là, ben, c'est devenu une espèce de dicton québécois. Là, je sais pas si c'est vrai. Allez sur les réseaux sociaux, gang. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, je veux dire, Dieu sait, je suis pas mal moins de personnalité publique que toi, mais toi, tu dois en voir passer de toutes les couleurs, juste de comment, de machin. Non, mais c'est épouvantable. Ben, c'est complètement décomplexé maintenant. Là, c'est de la grosse chicane. Les gens provoquent, puis tu te dis, ben, si tu m'envoies ça, c'est que tu veux que je te retourne ça, parce qu'il n'y a pas d'autres issues, ou presque. Il n'y a pas de chicane au Québec. Ouais, il y en a en masse. C'est quoi, en tout cas... On vit pas dans le même Québec. Là, j'ai l'impression qu'on est... J'imagine c'est beaucoup les réseaux sociaux puis tout ça, mais on est dans l'espèce de marchandisation de la polarisation. Là. On est vraiment là-dedans. Là, le clickbait, puis là, faut que ça pète. Là, faut que ça soit là, c'est le wedge politics qui est devenu le wedge média, qui est devenu le wedge tout. Là, c'est-à-dire, là, c'est comme... OK, ça, c'est pour toi. Là, regarde comment ça te ressemble. Fuck, là. Moi, je me souviens, je lisais pour une chronique assez fou à un moment donné. Ça s'appelait L'ordre et le désordre de Charles Maurras. Puis Charles Maurras, c'est un horrible personnage fasciste, un intellectuel d'extrême droite de la France des années 40, je pense, quelque chose de même. Ben, je l'ai lu juste pour comprendre à quel point quelqu'un peut capoter sur l'ordre. Ouais. Le chaos, c'est l'ennemi. L'anarchie, c'est l'ennemi. Il faudrait surtout pas que quelqu'un soit pas à sa place dans la société. Ben, les chrétiens disent souvent la même chose. L'ordre cosmique. OK, ben, c'est un point de vue qui existe dans le monde. Je veux le comprendre. Je veux pas nécessairement y donner une place au débat des chefs. Pour moi, par exemple, Maxime Bernier au débat des chefs, c'est une erreur. Là, il a le droit d'exister médiatiquement. Ouais. Après ça, il y a comme des sphères où tu te dis il n'y avait pas sa place. Mais il n'y a pas de réponse facile. Le milieu, il est. Mais oui, c'est ça l'affaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'effet puis tout ça, mais on dirait que le dialogue, c'est un lien de confiance aussi que tu bâtis avec quelqu'un. Puis en faisant de l'effet tout le temps, en ayant des positions extrêmes, en y allant pour le coup d'éclat, tu perds la confiance de bien des gens. Comme on parlait de certains chroniqueurs là, tantôt, là, mais ça, c'est comme pour moi, le lien de confiance est brisé. Mais même si dans le fond, quand tu analyses les positions, ça peut se tenir, ça peut faire du sens, mais on dirait qu'on se retranche en faisant des feux d'artifice, là, chacun de notre bord. Ben moi, le lien de confiance, on parlait de mon enseignement tantôt, je l'ai bâti en classe. C'était vraiment ça, d'aller chercher la confiance. C'est long des fois, là, mais d'aller chercher la confiance d'un étudiant que ça ne tente pas. Là, que vraiment, lui, là, il est identifié comme l'ennemi à la semaine 1, puis d'être encore en train d'établir un lien de confiance à la semaine 7. Là, c'est long, là, 2 mois plus tard, tu es encore en train... Puis, il y en a que tu n'y arrives jamais, il ne faut pas essayer de rameuter toutes les brebis égarées en enseignement, mais de juste faire comme, essayons d'établir un terrain de jeu, puis ensuite de ça, on va pouvoir vraiment faire quelque chose, parce qu'autrement, il n'y a rien qui se passe. Moi, je vais te donner du contenu, tu vas me l'ordonner, tel quel, pour avoir les points. Mais au contraire, si tu prends ce que je t'ai donné, que tu le critiques intelligemment, toi, tu as avancé, moi, j'ai avancé. Là, ça, c'est extrêmement important en enseignement quand même. Accepter la critique de l'étudiant, puis la comprendre, puis essayer de retourner quelque chose. D'essayer de présenter ils veulent tous savoir ça. Là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, monsieur de la question? Là, prenez position, parce que évidemment, il faut que tu leur demandes à eux de prendre position. Moi, je leur dis, OK, je vais te présenter toute la matière, mettons, là, puis après que vous ayez tous donné votre opinion, je vais la donner. Puis je pense que officiellement, selon le ministère, je ne suis même pas supposé. Là. Ah ouais? Moi, je parlais avec un collègue, puis lui était comme, le point de vue officiel, c'est comme, tu restes neutre. Puis moi, je suis comme, si je veux... Puis là, il disait, tu
tu te feras pas, la police débarquera pas dans ta classe, là. Mais il y a comme une espèce de, si je veux vraiment établir ça, si je veux que l'étudiant mette ses tripes sur la table, faut que je le fasse moi aussi. C'est oui, mais moi je constate que oui. Hein. C'est dans les deux sens. Mais c'est juste le choix du moment quand est-ce que tu le fais. Ouais. Faut pas oublier que c'est des êtres humains. Là. T'es pas une espèce d'entité pure qui descend du ciel avec le savoir. Là. Ça serait absurde quand même. Mais le danger existe parce que ils vont se dire... ils vont pas nécessairement se dire il faut que je réponde ça à l'examen, mais ils vont se dire... ils vont tanguer un petit peu vers ta position souvent quand tu la donnes. Il faut que tu mettes toutes sortes de contextes autour, puis de « oui, mais moi, j'habite Rosemont-Petite-Patrie, puis j'ai grandi sur le plateau Mont-Royal. » Genre, tu dis « je viens d'un milieu bourgeois, il y avait un riopelle sur le mur chez nous. » Tu fais le tour de ça, puis tu dis « et donc, j'en suis arrivé à être la personne que je suis aujourd'hui. » Juste de mettre en contexte d'où c'est que tu viens, parce que sinon, il y a cette tentation-là de faire... de transformer le prof de philo en prêtre, là, genre, là, tu sais, puis de faire comme, c'est la vérité. Non, c'est pas ça. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment traumatisé, en fait, de mon cours de philosophie. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait lu exactement, mais après ça, il fallait faire un papier, puis ils nous demandaient qu'est-ce qu'on avait retenu, qu'est-ce qu'on pensait de tout ça, puis qu'est-ce qu'on allait faire avec ça, tu sais. Puis moi, j'ai écrit sincèrement, là, tu sais, j'ai vraiment lu ça, puis là, je me fais dire, non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait que tu comprennes. T'es comme, what? Oh, shit. J'étais sûr que c'était pas ça, la philosophie. C'est ça, la philosophie. C'est comme, il y a une vérité, puis... mais ouais, c'est pas la bonne manière, j'imagine, d'enseigner, mais il y a quand même ça, tu sais, comme des examens du ministère, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais il y a quelque chose de rigide de ça, c'est ça, puis ça, c'est pas ça, non? Au cégep, pas de temps. C'est-à-dire que moi, mettons, mon examen final, là, ce que le ministère me dit, à la fin du cours, l'étudiant devra rédiger un texte argumentatif de 700 mots. Ça, c'est pour le philo 1. Bon, mais un texte argumentatif de 700 mots, c'est un concept assez large tu peux aller faire pas mal d'affaires là-dedans. Fait que là, la rigidité, il y a des profs qui veulent être plus rigides, il y en a qui sont moins, puis après ça, il faut respecter la personnalité de chaque prof parce que, justement, pour être authentique dans ton enseignement, il faut que ça soit toi qui enseigne. Mais le ministère te laisse quand même, du moins, je parle de mes cours à moi, là, mais il te laisse quand même pas mal de lousse. Là, tu sais, c'est comme... Mais ce qui est logique, je veux dire, c'est pas des mathématiques où il y a la bonne réponse puis la mauvaise réponse. Tu sais, par exemple, juste Platon puis Socrate, mettons. Là. Bon, ben, dans le devis ministériel du cours de philo 1, ça te dit, vous devez parler un petit peu de la philosophie gréco-latine. Bon, mais parler un petit peu ça peut être 30 minutes, si ça vous tente. Vous devez parler de la philosophie versus la religion. Moi, je fais 2 semaines là-dessus. Parce que c'est un thème auquel je tiens énormément. J'ai fait ma maîtrise sur Saint-Augustin. C'est comme un thème là, qui me touche beaucoup. Quelqu'un d'autre peut dire, ben moi, une demi-heure. Fait qu'il y a comme une espèce de... Tu te promènes, là, tu fais ce que tu veux. C'est une job, puis je suis chanceux pour ça, c'est une job où je vois jamais mes boss. À moins que tu aies des plaintes, ce qui je suis assez chanceux pour ne pas avoir, tu te fais pas gosser par le système, malgré que tu t'inscris quand même dans un système, là, puis comme je dis à mes étudiants, ben là, ce qu'on va voir, si c'est de la philosophie gréco-latine, ça sera pas de la philosophie asiatique, fait que on est quand même dans une certaine tradition, puis si vous vous sentez pas représenté par cette tradition-là, dites-vous que c'est une plume de plus ou je veux dire quelque chose de plus pour vous. Fait que c'est de savoir que tu es dans un certain carcan, mais que tu peux quand même nager dedans. Parlant d'enseignement et de rigidité et tout ça, toi, tu donnes un cours assez original. Puis en fait, ça donnait ce livre-là, La philosophie du hip-hop. Comment t'en es venu à vouloir donner ce cours-là? Parce que j'ai l'impression quand même... Y a-tu à quelque part une partie de toi qui voulait expliquer un peu ça? Je connais pas beaucoup d'intellectuels qui trippent sur les hip-hop quand même. Je pense pas qu'Alain Deneau écoute du Bone Thugs and Harmony dans son genre. C'est quand même particulier. Moi, je vais garder cette image-là d'Alain Deneau. J'aimerais bien ça. Crossroad. Là, avec le rap bien vite. Encore une fois, c'est d'harmoniser ma pratique avec qui je suis. C'est-à-dire que moi, le hip-hop, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pour le fun pendant un certain temps, pendant quand même 10-15 ans. 10-15 ans, t'as rappé? C'était quoi ton groupe? Il y avait un groupe qui s'appelait NSD, Nul si découvert. OK. Nul si découvert, c'est comme humoristique. Ben, un peu. Mais tu sais, en show, on avait une section de cuivre. Ça donnait des excellents shows. Les albums sont bien. J'en parlais avec un ancien collègue du band récemment. Puis là, ça se tient. C'est rien d'exceptionnel. Mais on parle souvent d'une période creuse, disons, dans l'époque québécoise. C'est quelle année, ça? 2007, 2008, 2009. Nous autres, on a su se faire remarquer un peu parce que moi je le vois de même, là, parce que c'était la période creuse. Sweet là, spot. On a joué au Franco, on a joué un peu partout. On a fait un petit buzz de rien.
Puis après ça, j'ai eu un autre projet qui s'appelait La Brigade des Mœurs. OK. Que là, c'était plus des beats old school, là, vraiment minimalistes. En tout cas, en gros, j'avais du fun avec mes chums, puis on faisait ça, puis on écoutait du rap, nécessairement. Fait que, tu sais, puis là, on the side, j'ai commencé à faire des critiques de disques de rap. Tu sais, je baignais dans ce milieu-là, pour Bonaparte, justement. OK. Puis là, à un moment donné, j'avais eu cette idée-là de faire un doctorat, carrément, tu sais, philosophie du hip-hop. Parce que, bon, fait de la philosophie, fait du hip-hop. Maintenant, c'est juste aller rejoindre les deux bouts, finalement. Puis là, ben, trouver un prof de philo, effectivement, qui pouvait diriger intelligemment des recherches là-dessus sans que ça tombe dans des banalités. J'y arrivais pas. Fait que j'ai mis le projet de côté. Puis là, je suis retourné enseigner. Puis là, ben, c'était dans mon département. Je le raconte dans l'introduction du livre. Il y a des cours complémentaires de philo, pas juste les 3 cours obligatoires. Puis là, c'était le temps d'en faire des nouveaux. Puis là, je demande au coordonnateur du département philosophie du hip-hop. De même. On était assis, je vais m'en rappeler toute ma vie, on était assis, les deux, on était le lendemain de veille, on était assis dans un game des Alouettes, sa montagne. Puis là, je lui demande ça, puis là, il me regarde, genre, je sais pas. Il dit philosophie de la musique, comme ça, au pire, quelqu'un veut parler de Beethoven, là, il va pouvoir faire ça, tu sais, un autre. Puis là, je dis non, philosophie du hip-hop. Fait que là, j'ai tenu mon bout, puis là, je me suis présenté en réunion, puis là, j'avais préparé une couple de liens, là, tu sais, mettons, genre, on va parler de la danse hip-hop et Nietzsche, c'est-à-dire que Nietzsche, je ne crois qu'à un dieu qui peut danser, puis des idées comme celle-là. Finalement, je parle pas en tout de ça dans le livre, ni dans mon cours. Mais, tu sais, j'ai eu comme une, tu sais, je me suis présenté un truc tight, là, quand même. Puis là, j'avais des collègues, des collègues plus conservateurs qui ont foxé cette réunion-là. Super chanceux. OK. J'ai eu des collègues, désolé pour l'âgisme, là, mais les collègues plus jeunes, très enthousiastes. Finalement, à la réunion, il a fallu passer au vote parce qu'il y avait plein de monde qui voulait présenter des cours complémentaires. Tu sais. Puis là, je suis passé... là. T'es passé sa peste, là, comme 50% plus 1, vraiment. On était à égalité, moi puis un autre dos. Fait qu'il y a des gens qui étaient contre. Ben oui, absolument. Tu sais, puis il y avait du scepticisme, du genre, bon, ben là, tu vas parler du bling, ça va durer 20 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire là avec ça? Ouais, quand tu connais pas la culture, ça peut les paraître... T'as les stéréotypes qui viennent en tête. Tu vas faire un exposé sur le féminisme, un exposé sur le matérialisme, puis un exposé sur la violence, puis ça va être terminé, les 3 stéréotypes classiques. Ouais. Puis j'ai réussi à les convaincre, non, tu sais. Puis là, donc, mon cours passe, je suis assis dans la réunion, puis je fais comme cool, mais oh shit en même temps, parce que j'ai de la job en esti là, devant moi, parce que je savais, tu sais, je connaissais relativement bien l'histoire du hip-hop, tu sais, surtout le old school, disons des débuts jusqu'à l'an 2000 à peu près, c'est là-dedans que j'ai grandi. Ouais. Mais je voulais pas commencer à juste parler de moi en prenant le hip-hop comme prétexte. Fait que je me suis pitché, là. J'avais 1 an avant le premier cours, puis là, j'ai commencé à lire, puis j'ai découvert qu'il y avait énormément d'intellectuels qui s'intéressent au hip-hop. J'imagine, ouais. Il y a tout un domaine qui s'appelle les hip-hop studies, qui est foisonnant aux États-Unis, qui est foisonnant en France de plus en plus aussi. Je me suis ramassé il y a 2 ans dans un colloque de spécialistes du hip-hop à Paris, avec toutes sortes de monde, sociologues, des linguistes, des musicologues, toutes sortes de gens, mais pas de philosophes. Okay. Il y a comme une espèce de... Il y a quelque chose qui manquait. Il y a 2-3 livres qui existent, là, j'en parle, je les cite en bibliographie. Mais il y en a pas tant que ça. Puis ce qui existe, c'est genre, je vais te faire, c'est une collection d'essais où on va dire yo à toutes les 2 phrases. Puis on va essayer de faire quelque chose de pop puis de cool. Puis Moi, j'étais comme, non, quelque chose de, on parle puis on fait un récit historique sur l'évolution du hip-hop en lien à la philosophie qu'il y a dans cette évolution-là. Parce qu'il y en a une. C'est ça l'affaire. Quand tu commences à vraiment écouter les textes, puis comment puis on le sait, les disques, puis les réponses, comment ils se répondent conceptuellement. Puis un des nœuds là, qui m'a vraiment jeté à terre, c'est KRS-One. Ouais, KRS-One, qui est une légende. Mais moins connu aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Ah, tu vois, moi, je suis comme peut-être plus vieux, là, j'ai un peu grandi avec ça aussi, là, tu sais, comme le papa là, du hip-hop. Ben oui, puis il fait des conférences fantastiques sur YouTube, vous irez checker ça. Puis donc, lui, à un moment donné, dans une toune, il dit il y a trop d'idiots qui posent comme des rois alors qu'ils ne savent pas que les rois sont destinés à mourir, soyez plutôt des professeurs. Genre, c'est dans une toune qui s'appelle My Philosophy. Fait que là, évidemment, moi, je capotais. Mais il est en train de diss Run DMC, qui se présentait comme les Kings of Rock. Vous autres, vous êtes des... Bon, ben, l'idée, puis c'est pour ça qu'il y a une couronne sur le cover du livre, l'idée de roi finit par devenir super récurrente dans le hip-hop. Bon, ben, OK, lui, il critique ça. C'est quoi être un professeur hip-hop? Puis là, bon, ben, il amène des idées avec ça. Puis éventuellement, l'espèce de sommet, c'est Tupac Shakur, qui se surnomme lui-même Machiavel, après avoir lu Le Prince. En prison, d'ailleurs. En prison, tu sais. Puis là, il y a comme une espèce de... OK. Puis là, je lis des livres sur Machiavel, ou plutôt sur Tupac, pardon. Puis,
à peu près personne qui prend le lien Machiavel au sérieux. Il y a personne qui en parle vraiment. C'est plus ou moins pris au sérieux, ouais. Ben, il comprenait-tu? J'ai déjà lu ça. Est-ce qu'il comprenait vraiment ce qu'il lisait? Puis là, je suis comme, Chris, c'est Tupac Shakur. Là, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre Le Prince. D'ailleurs, c'est pas un livre très compliqué, Le Prince. C'est comme, en gros, sois immoral puis domine tout le monde. Fait que, bon, ben lui, c'était ça, sa philosophie. Bon, plus élaborée, bien entendu. Mais il y a comme une espèce de, OK, on va lire les textes de Tupac en lien à ça. Qu'est-ce qui se passe conceptuellement? Bon, ben, il met de l'avant la virtu, qui est un concept machiavélien très important, la force brute, tout en tenant compte de ce qu'on contrôle pas, la fortune, le hasard, pour finalement vivre selon ce qui est nécessaire. Puis là, c'est quoi les bons politiciens? Encore aujourd'hui, là, tu sais, Trudeau, père et fils, en tête. C'est de faire le nécessaire, puis d'aimer et de vouloir le nécessaire, de s'harmoniser sa propre volonté à ce qui est nécessaire. Tu sais, il y a comme une espèce de switch qui c'est une bébête spéciale, un bon politicien, mais qui va aimer ça, de dire toi tu t'en vas, toi tu sais, puis d'être vraiment ruthless, comme le label de disque à NWA, justement. Fait en tout cas, c'est né de moi qui s'est dit j'aime ça assez pour prendre ça au sérieux d'un point de vue conceptuel. Puis en creusant, puis en lisant, j'ai fait OK, il y en avait encore plus que je pensais. Puis, bon, le livre, c'est ce que je fais dans mon cours, en gros. Mais là, depuis, ce livre-là, j'ai fini de l'écrire il y a quand même quelques mois, tu sais. Fait que là, OK, mais là, on continue. Puis là, c'est comme, OK, il y a d'autres affaires, il y a d'autres artistes. Ouais, parce que t'arrêtes à Lauryn Hill. Là. Exact. Tu t'es donné une limite à un moment donné. Là, oui, 15 cours dans une session, mettons. Là, c'est un peu ça aussi. Ouais. Mais, tu sais, Kanye West, là, il manque pas de concept là-dedans. Non. Kendrick Lamar, il manque pas de concept là-dedans. Cardi B aussi, qu'on a souvent tendance à regarder de haut intellectuellement. Elle a plein d'affaires à dire. Suivez-la sur Twitter. Non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, j'ai comme ouvert une boîte de Pandore, puis là, ben, je suis parti là-dedans. Ouais, mais un peu pour revenir à ma question, donnais-tu un peu un devoir d'expliquer à quelque part aux intellectuels, aux gens un petit peu plus érudits, là, qui voient ça de haut, qui voient, non, mais il n'y a rien là-dedans, là, c'est de la violence, c'est du brag, c'est du bling-bling, c'est tout ça. T'avais-tu envie, y a-tu une partie de toi où t'étais comme... T'sais, toi, ça t'est cher, là, t'en as fait, puis tout ça, puis c'est proche de toi, t'avais envie de t'expliquer à quelque part pourquoi t'aimes ça autant, le hip-hop. Parce que c'est fascinant, là. Tu sais, quand tu réfléchis pour penser le hip-hop, c'est comme c'est un monde codé, construit de A à Z, là, tu sais, qui est comme extérieur. C'est un monde, c'est une vision du monde. Ouais. Et donc, si c'est une vision du monde, c'est une philosophie. Tu sais, il y a comme ça. Ouais. Moi, je te dirais que le but premier de l'opération, c'est de s'adresser aux fans de hip-hop. OK, carrément, OK. L'effet inverse, ce dont tu parles, c'est produit également. Ouais. Il y a des intellectuels qui ont comme fait « Ah, OK! » Donc, ça s'est produit dans... Je me suis fait inviter dans d'autres cégeps pour aller parler de ce que je fais. Fait que là, il y a comme une espèce de truc circulaire qui se passe. Mais à la base, ce qui m'intéresse, c'est de dire « OK, les fans de hip-hop, là... » Puis c'est ça le monde qui s'inscrive à mes cours, là, c'est ça, là, c'est des fans de hip-hop. Et donc, ils débarquent. Puis moi, je suis là... pour me faire du fun aussi. Il y avait beaucoup ça, là, c'est-à-dire, c'est bien le fun, l'allégorie de la caverne de Platon, mais certains job devient plate à un moment donné, veut pas. Fait que je veux me faire du fun, je vais vous parler de hip-hop. Puis, des fois, je deal avec mes étudiants. OK, on va écouter la tune, on va lire les paroles, etc. Puis je dis, là, donnez-moi 20 minutes. Je vous expose le contrat social de Hobbes. Là, ils sont comme, OK, c'est cool. Je leur fais le contrat social de... OK, on revient à NWA. Il y a comme une espèce de... Puis c'est la réponse première du livre, comme le cours d'ailleurs, c'est les fans de hip-hop qui me reviennent. T'sais. Après ça, je m'attends pas à ce que Alain Deneau tripe sur mon livre, sincèrement. Puis c'est bien correct, puis c'est pas pour lui, fine, ça me dérange pas tant que ça, parce que c'est pas comme ça que ça a été conçu. Là, ouais. Moi, je trouvais que quelque chose d'intéressant. J'ai appris que t'aimais bien gros le punk Brit 70s. Puis ça, je trouve qu'il y a quand même une similarité entre les deux. Tu sais, espèce de anti-système très... Ça va être un peu insultant ce que je vais dire là, mais t'es pas nécessairement obligé d'avoir énormément de talent là, pour faire du punk. Là, tu maîtrises un petit peu, mais c'est l'intention, c'est ce qui est derrière qui est important. Puis c'est un peu le cas aussi du hip-hop. T'es pas obligé de savoir jouer des instruments. Puis tout ça, tu peux pogner un break, puis tu rappes. Tu t'essayes, tu y vas, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais. Le côté DIY, on se pitch, est encore plus grand dans le punk parce que là, très rebelle, révolutionnaire aussi à quelque part. Là, puis moi, c'était l'énergie, c'est-à-dire que j'écoutais Crass, puis j'écoutais Subhumans. Ouais, Crass. J'écoutais... Crass, c'est... Là, si vous connaissez pas, C-R-A-S-S. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Tu sais, il était tellement real dans leur ça, punk. Ça, c'est DIY en maudit. Il y avait un chalet. Ça sonne, là, tout croche. Complètement. Puis, tu sais, ils faisaient leurs pochettes eux-mêmes, là, des feuilles pliées, là, tu sais, une espèce de...
Bon, ben moi, quand j'écoutais NWA, je sentais la même chose. Ouais. Cela dit, la réalité de Compton en 1988 puis la réalité de Londres en 1977, c'est pas la même chose. Ouais. Faut faire attention à pas trop tout mettre dans le même paquet, pour moi. Mais à New York, par contre, en 1977, Bronx, il se passe telle chose. Lower East Side, il se passe telle autre chose. Rick Rubin, il prend le métro puis il fait les deux. Rick Rubin qui a produit le premier album des Beastie Boys. Bon, mais il y a une communauté d'esprit, certainement, dans l'espèce de OK, on fuck tout, là. On recommence à zéro, parce que une revendication d'exclusion sociale liée à l'appartenance ethnique, certainement pour le hip-hop, liée peut-être à la stigmatisation socio-économique pour le punk, quelque chose comme ça. Mais il y a des ponts à faire, là, parce que moi, c'est vraiment le déclic qui est arrivé quand j'ai entendu Straight Outta Compton pour la première fois. Puis Straight Outta Compton, c'est le fun d'ailleurs parce que ils ont fait le pont générationnel avec le film qui est sorti en 2015. Ouais. Les jeunes connaissent NWA, puis c'est le fun parce que on va parler de Fuck the Police, ils sont comme yeah. Mais il y a comme un, tu sais, ça part là, puis tu fais comme mais pour moi, tu sais, que ce soit NWA ou le punk, puis tu t'écoutes ça, c'est comme si ça avait bouillonné pendant des années, puis boum, ça t'explose d'en face. Fait comme, oh mon Dieu, ça vient d'une place vraie, là, intense. Oui, absolument. Puis, tu sais, en tout cas, la différence la plus importante, à mon sens, c'est que le punk, du moment qu'il veut se commercialiser, il se contredit. Ouais. Tandis que le hip-hop, non. La commercialisation fait partie de l'affaire. Il y en a qui vont la contester. On parlait tantôt de Mos Def puis Talib Kweli, qui vont dire « Wow, la commercialisation de Jiggy, il y a des limites. » Mais ça a toujours fait partie, la volonté de faire du cash avec ça. Se sortir de son milieu, carrément. Là, oui, c'était plus innocent au départ, là, quand c'était des parties gratuits, puis tout ça, je veux bien. Mais il y avait quand même une espèce de souci d'en faire une business assez rapidement, tandis que ben là, t'essaies de vendre ton punk, t'es plus punk. Ouais. Fait que là, c'est comme mon ami. C'est pour ça que maintenant le mouvement punk est beaucoup moins puissant qu'à l'époque, puis le hip-hop est huge, là. Ça prend toute la place ou presque. Là. Je me souviens d'une tournée Reunion de Crass où il y a juste le chanteur Steve Ignorant, puis il y a tous des gens qui avaient engagé, puis là les membres originaux du band étaient comme c'est quoi ça? Ça se peut pas, t'es en train de travestir le truc. Puis il l'était, effectivement. Puis moi, je me suis retrouvé face à un dilemme, j'achète-tu un billet? Eh oui, je suis allé. Parce que entendre toutes ces tunes-là, là, Punk is Dead, une de leurs tunes importantes d'ailleurs, puis j'étais comme... Oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est magnifique. Mais ça décrit très bien, là. Par ma présence même... Le punk commence, il se critique, puis il meurt tout de suite. Là, exact. Tu sais, puis moi, je me situe plus... Tu sais, mon côté punk, il est dans l'énergie, là. J'ai trop grandi dans la bourgeoisie. Il y a quelque chose de très punk dans les pop, moi, je trouve. Là. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une énergie là-dedans de avoir envie, justement, là, de brasser les affaires, mais de créer un monde complexe, tu sais. Mais en tout cas, les deux me parlent beaucoup énormément, là, fait que... Ben, c'est le dicton qui revient tout le temps quand on lit sur les débuts du hip-hop, make something out of nothing, là. Ben, c'était ça, là, tu sais. On est là, on sait pas jouer d'instrument, ou on n'en a pas, dans le cas des premiers rappers. Bon, ben, on a des disques. OK, fine, tu sais. Il y a comme une espèce de côté magique, alchimique, presque, là. C'est-à-dire qu'on va faire naître un mouvement culturel à partir de rien. C'est impossible, tout a déjà été fait. Non, regarde, je vais être magicien, puis je vais... C'est fou. Hein. Ça naît... Je m'en suis rendu compte en lisant ton livre, on dirait que j'avais jamais computé, mais ça naît beaucoup de l'illégalité, le hip-hop. Je veux dire, c'est des graphes sur des propriétés privées. Ouais. C'est prendre des breaks sur des tunes que t'as pas les droits, finalement. Il y a beaucoup ça dans c'est voler des systèmes de son, puis tout ça, je savais pas, j'étais pas au courant de ça. C'est magnifique, cette histoire-là. Les DJ qui volaient des... On est dans le folklore, là, mais c'est un moment... Il y a eu une panne d'électricité à New York, une nuit en 1977, puis c'est Grandmaster Caz, un important des débuts, là, qui dit magiquement tout le monde avait un système de son le lendemain. Ça a fait, mais c'est un facteur dans l'évolution du hip-hop, ça a fait en sorte que OK, là on peut, puis à un moment donné ils ont commencé à rentrer dans les clubs à Manhattan, là, ça c'est une grosse étape importante, c'est-à-dire OK, oui, on joue dans les parcs, dans les centres communautaires, dans le Bronx puis dans Harlem, mais il y en a qui ont commencé à se faire engager au centre-ville, puis là tout le débat, t'es-tu en train de sell out ou pas, mais il y a quand même ce... Puis moi, c'est quelque chose qui me ressemble, que je me dis, ben, il n'y a pas de mal à vouloir faire de l'argent avec ça. J'y crois énormément, là, tu sais, puis c'est dans le premier rap engagé ever, dans The Message, Master Flash and the Furious Five. Ouais. J'ai pas une scène, je suis pogné chez nous, je veux faire de l'argent. Et donc, c'est comprenable. Et donc, je vais... Faire peu importe. Je vais admirer les gens qui ont de l'argent autour de moi.
les proxénètes, les vendeurs de drogue, etc. Bon, ceux qui sont capables de sortir du milieu. Ça, c'était en 1982. Fait que, tu sais, ces espèces de lieux communs du hip-hop-là, ils ont d'abord été vus pour être critiqués, genre, fais pas ça, fais de la musique à la place. Ouais. Après ça, ils ont été présentés comme, j'essaie pas de changer le monde, je vais juste le refléter, NWA puis le gangster rap. Mais c'est parce que ça naît quelque part. Puis à partir du moment où tu regardes d'où c'est né, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tu respectes l'artiste. Puis c'est ça que je trouve qui manque tellement souvent dans le journalisme sur le hip-hop, dans les études plus sérieuses aussi autour de la chose, une espèce de je les regarde de haut. Moi, je vais te dire ce que... Voyons donc, là, n'importe quel colloque sur le hip-hop va s'asseoir, puis il va y avoir un rappeur sur le panel. Parce que sinon, les rappers se fâchent. Et à juste titre, c'est comme, tu vas me dire, moi, ce que je suis en train de faire. Comme cette espèce de semi-niaiseux qui voyait même pas, qui avait pas de vision extérieure sur. Ils l'ont fait par rapport à Tupac, puis ils le font par rapport à toutes sortes de monde. Il y a une vision c'est peut-être pas la vision du monde qui nous représente. Moi, je veux dire, je pense à Enima, que j'ai interviewé pour aller. Bon, ben, Enima, il défend une vision du monde qui est pas du tout la mienne, qui est la vie de Proxénète. Ben, il y a une vision du monde quand même. C'est une vision du monde qui ressemble beaucoup au néolibéralisme, à l'instrumentalisation d'autrui, qui, je sais pas moi, Tinder, là, si t'instrumentalises autrui. Il y a bien des affaires qui le défend, portées à l'extrême, bien entendu, mais qui sont là en filigrane dans notre société. Fait que si... Moi, je veux le comprendre. Je veux comprendre le monde dans lequel j'habite. Tu as pensé longtemps à ça avant de l'interviewer? Tu disais, comment c'est quand même un criminel, puis tout ça. Puis moi, je veux dire, je comprends, là, moi, je comprends la culture hip-hop, puis tout ça, mais t'es-tu demandé, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser? Puis j'ai pensé que puis je continue à le faire, là, c'est-à-dire, en allant chercher des rappeurs de rue qui parlent d'une vie criminelle, j'ai pensé qu'il fallait... C'est un fine line. J'étais très conscient de ça. Là. C'était à quel moment je suis en train de cautionner le truc, puis à quel moment je suis en train de vouloir l'expliquer puis de le comprendre. Puis, j'en parle quand je parle de Enima dans le livre. J'ai un étudiant qui me l'a reproché, un ancien étudiant, qui me dit « Monsieur, vous vous abaissez au niveau de Enima. Je veux dire, ça se peut pas. » Puis tout ça. Puis là, il m'écrit ça sur Facebook, sur une page publique. Là, je suis comme « Attends une minute, là, viens à mon bureau, on va jaser. » Puis on s'est assis tous les deux ensemble. Puis on a discuté, puis on n'est pas arrivé justement à des conclusions, mais lui, il se posait cette question-là 3 ans après avoir suivi mon cours. Là, je me dis, ben, il y a quelque chose là, c'est une question qui mérite d'être posée. Puis encore, je prétends pas avoir la réponse à cette question-là, mais je trouve qu'il faut... de commencer à juste parler du rap gentil, c'est pas ça, parler du rap. Il y a un petit peu de ça quand même au Québec. Peut-être pas juste au Québec, mais on veut nettoyer ça, le rap. Là. On veut, OK, ça c'est cute, ça c'est bien, ils sont funny, ils sont drôles. Là, ils reprennent les codes, mais on le sait que c'est pas vraiment des criminels. Parfait, on vient ici, puis toi, là, ça... non, tu viens vraiment de Saint-Michel. Non, ça va être correct. On reste dans ton bout devant tes CD dans ton char. Là, puis, ça commence à bouger. Moi, je pense à Tizo qui a gagné le prix de la chanson c'est vrai, ça, c'est assez surprenant. C'est énorme, là, quand même. Là, c'est un changement de paradigme. Là, en tout cas, le début d'un changement de paradigme qu'on peut espérer. Là, puis 514 qui commence à être invité à faire des entrevues au Devoir. Puis, je veux dire, il y a quelque chose... je savais pas, j'ai pas vu. Ça se peut. Ça remplit des salles, ces gars-là. Métropolis plein, là, c'est pas rien. Puis l'Impérial à Québec. Il y a comme... Donc, moi, j'ai l'impression que c'est en train de bouger un peu. Pas partout, là. C'était la disque il y a quelques jours, puis moi, je regardais la catégorie rap, puis j'étais comme, j'aurais aimé ça. Après ça, c'est sûr qu'il faut s'inscrire dans ça faut payer, puis tout ça. Mais il aurait dû être là, Tizo, dans cette catégorie-là. C'est ça que tous les jeunes, ils écoutent, là, il est où, là, tu sais. Fait que, puis 514 aussi, puis Anima aussi, puis, tu sais. Donc, il y a un élargissement nécessaire qui est commencé, j'ose espérer, mais qui doit continuer. T'sais. Mais comme on disait, je pense que faut pour beaucoup de personnes, il faut que le hip-hop, ça commence peut-être par les trucs moins dangereux, puis peut-être qu'ils vont évoluer vers quelque chose de plus proche du mouvement originel. Oui, ben moi, j'ai commencé par Beastie Boys, hein, c'était bien blanc, c'était bien clean, là, tu sais. Cela dit, c'est misogyne as fuck, leur premier album. Ah ouais? Ah non, c'est dégueulasse. Puis ils s'en sont excusés d'ailleurs par la suite. Je savais pas. All the disrespect to women has got to be true. MCA, il est comme, on est allé trop loin, on est désolé. Puis après ça, je suis allé vers NWA, puis Biggie Smalls c'est venu pas mal plus tard, Tupac c'est venu encore plus tard, mais tu sais, il faut, peut-être commencer en quelque part, mais faut pas oublier que la palette du rap, il faut pas oublier là d'où ça vient. Ouais, mais là tu viens de parler de Biggie Smalls puis Tupac, je pense que c'est ça qui a beaucoup contribué à l'espèce de mauvaise réputation extrême du rap là, tu sais, ça commençait à exploser là, ça commençait à être la grosse affaire, puis là boum, ça arrive, les deux sont assassinés, puis bon, c'est relié.
les gens ont fait comme, OK, non, ça, c'est dangereux, cette musique-là. Là, ça fait pas de sens. Moi, j'ai un très bon ami avec qui j'étais dans mes 2 bands. Il s'appelle Jeune Chili Chill, pour ceux qui le connaissent. C'est un rappeur qui fait du battle rap. Allô, Xavier. Puis lui, il disait à l'époque, il disait, ah non, moi, là, je décroche. Là, ça me gosse. Il y a comme une espèce de... Oui, d'accord. Puis sa réaction, il y a bien du monde qui l'ont eu, j'ai l'impression. C'est juste que du monde qui meurt suite à des conflits, c'est une chose. Mais du monde qui meurt suite à un développement philosophique, c'en est une autre. Puis moi, c'est comme ça que j'ai fini par le voir. Tu sais, Tupac, il est mort à cause de ses idées. Thug Life, c'est une idée, c'est une volonté d'engagement politique de voyou. Ouais. Il l'a vécu jusqu'à en mourir. Jusqu'au bout. Je pense que si tu y avais donné le choix, probablement qu'il aurait fait ce choix-là. Oui. S'il avait su, là, exact. Probablement. À l'inverse, Biggie Smalls a fait le choix de l'hédonisme, puis je parle d'Épicure dans le chapitre sur lui. OK, fin, il l'a choisi jusqu'à temps qu'il puisse plus le choisir. À un moment donné, il s'est fait rattraper par la logique politique que Tupac avait pas mal plus lancé, disons. Puis donc, sur le 2e album à Biggie Smalls, ça c'est weird parce que c'est sorti 2 semaines après qu'il se fasse assassiner, mais il y a comme un... OK, non, je rentre dans la logique de je veux être le king. Puis là, il y a une tune Kick in the Door. Là, il est au sommet, là, puis il paraît qu'il est sorti du boot après l'avoir enregistré, puis il dit à DJ Premier, I did it, Primo, I'm the king. C'était comme si la logique politique qui était devenue, c'est ça qui est bizarre, c'est devenu interne au hip-hop. C'était plus je veux changer le monde autour de moi, c'est je veux dominer le hip-hop comme une entité politique parallèle. Ouais. Fait que là, ça mais il y a toujours ça quand même dans l'hip-hop, toujours les espèces d'esprit de compétition. On parlait des battle rap tantôt, il y a toujours eu une espèce de playful, compétition agressive, mais en même temps on respecte les codes. Puis là, j'imagine que les autres, c'est ça, ils ont brisé ce code-là à quelque part. Là. Ben, c'est ça l'affaire. Jay-Z le dit dans je me souviens plus quelle entrevue. Avec, je pense que c'était avec David Letterman, dans sa série d'entrevues My Next Guest Needs No Introduction. Ok, non, j'ai pas vu, mais ouais. Il fait comme, la compétition, c'était ça. C'est ça la base de l'affaire. Je suis meilleur, je vais taguer par-dessus tes affaires. Il y a tout le temps ça, les breakdancers, les battles. Tout le monde. Puis c'est playful, là. C'est pour s'amuser. Je suis le meilleur de mon quartier. Il y a quelque chose de sain là-dedans aussi, à quelque part. Oui, ça pousse à vouloir être meilleur. Let's go, moi j'ai travaillé, c'est ça que je fais, je suis meilleur que toi. Ok, je vais aller travailler mes trucs, puis je vais revenir. Puis dans la culture, j'écoutais non seulement Occupation Double, mais Révolution le week-end dernier. Ouais. C'était des battles hip-hop. Ouais. Mais avec tous les danseurs. Ouais. Bon, ça s'est comme exporté partout fou, hein? maintenant, cette logique de compétition-là. Après ça, quand ça déborde, ça devient de l'animosité réelle. Je vais le dire bien bêtement, là, ça gosse. Là. C'est comme à un moment donné, ça devient OK, là, je décroche. Il y a toujours cette espèce de ligne-là où, OK, je comprends que ça puisse tomber là-dedans parce que la réalité, c'est la réalité. Ouais. Mais il y a comme un. Ça prend une limite. Ça prend une limite. Je sais même pas si ça prend une limite. J'essaie d'éviter le langage prescriptif, mettons, par rapport à ça. Mais certainement, moi, ça me gosse. Moi, c'est genre. J'essaie de comprendre, mais quand ça va juste. C'est comme. Ah non, pas encore. Là, mais il faut essayer de les comprendre aussi. Je pense à XXX Tentacion qui s'est fait assassiner il y a déjà presque 1 an, ou même plus. Il y avait une pensée derrière son affaire. C'était comme s'il avait envie de mourir pour devenir un artiste dont on a parlé de manière posthume. Fait que le jugement le moins possible. Il y a cette espèce de romantisme-là dans le hip-hop, là, cette espèce de je Thug Life, justement, là, je vais mourir pour... puis ça va faire grandir ma légende, je vais être une espèce de martyr ou je sais pas quoi, là. Oui, tu sais, puis... Les philosophes aussi aiment ça. Puis on aime ça, nous. Tu sais, je veux dire, Big L, il y a personne qui écoutait ça. Là, il est mort. Ah, c'était si bon. Et Socrate, il est mort aussi. Hein, non, mais je suis sérieux. Ça bâtit la légende, il est passé à la légende. Puis, tu sais, moi, souvent, quand je présente Socrate, non, il aurait pu se sauver de la prison, puis il n'a pas voulu par principe philosophique. Tous mes étudiants sont comme, hey, come on! Puis je les comprends. Tu sais, il faut que je défende pourquoi Socrate était cohérent dans sa démarche, machin. Comme il faut que moi, je le vois de même maintenant. Comme il faut que j'explique pourquoi Tupac était cohérent dans sa démarche, puis X-Tentacion aussi. Fait que Socrate, il est Thug Life, ça, t'es en train de me dire. Non, non, justement, c'était l'autre. Le Thug Life, ça aurait été de sacrer le camp de la prison. Mais il y a une espèce de je vais défendre mon principe, même si ça peut paraître complètement crétin, jusqu'à en mourir. Ouais. Ça existe pas mal dans l'histoire de l'humanité. Puis du côté philosophique, on a tendance à célébrer ces personnes-là. Du côté hip-hop, on tombe tout de suite dans c'est des crétins. Tu sais, je dis pas que c'est des êtres parfaits qu'il faut béatement admirer, mais il faut peut-être faire comme s'ils avaient raison pour mieux les comprendre. Je dirais ça de même. Ouais, ça me fait penser Tupac, je veux dire, s'il savait qu'elle allait mourir, là, c'est incroyable à quel point il a enregistré des chansons là, toute la journée, comme let's go, hey, on travaillera ça plus tard, genre je vais en sortir une autre. Puis... Oui, il y a un article dans la revue de Source de 1993, donc 3 ans avant qu'il meure,
Puis l'article se termine, là, la dernière phrase, « Please don't die ». Tu sais, tu lis ça, puis tu fais comme, my God. Seigneur, là, tu sais, ça se sentait là, à l'époque. Là, moi, je savais même pas c'était qui Tupac quand j'avais 13 ans, mais ceux qui suivaient la chose de proche le sentaient bien. Il filait, ouais. Il y a un côté, puis ça c'est un côté qui revient souvent aussi dans le hip-hop, le côté prophète, là, je veux être un prophète de quelque chose. Il parle beaucoup de ça dans ses chansons, puis ouais. Ben, puis le FBI, il y a ça aussi, je sors du coq à l'âne, on dirait, là, mais le FBI par rapport aux Black Panthers, qui ont complètement décimé les Black Panthers parce qu'ils disaient il ne faut pas qu'il y ait de Black Prophet. Bon, ben le hip-hop peut être vu en continuité avec ça, c'est-à-dire Tupac qui devient un Black Prophet. Tu sais, il y a comme un espèce de je vais récupérer tout ce combat-là, puis moi je le lis comme ça, c'est-à-dire en continuité avec la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King, ensuite de ça Malcolm X, ensuite de ça les Black Panthers qui se font décimer. Tout ça. Ben, sa mère, c'est une Black Panther. Exact. Fait que là, il y a comme une espèce de comment est-ce qu'on va récupérer ça ou continuer ça sans commettre les mêmes erreurs. Fait que Tupac il a dit les Black Panthers, ça n'a pas marché, Huey Newton se fait assassiner. Je vais continuer dans l'engagement politique, mais en y ajoutant la sauce Machiavel, en y ajoutant le côté complètement sans foi ni loi. T'sais. J'aime ça que t'amènes ça parce que souvent dans les documentaires qu'on regarde sur Tupac ou sur le hip-hop en général, on parle tout le temps de deux Tupac. Là, le Tupac là, avant, là, qu'il était très intelligent, il était féministe, puis tout ça, puis là, à un moment donné, il y a un switch, il est juste evil, puis il est fou, là, finalement. Là, c'est un peu, on le voit un peu comme ça, puis on peut plus avoir de contrôle sur lui, il est imprévisible, même son entourage est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On aime ça, que tu lis les deux. De fou. Ouais. Je trouve beaucoup pour les discréditer. Tu sais, c'est comme ce qui sort tout de suite. Puis dès que ce mot-là est prononcé, on n'essaie plus de comprendre les gens. On fait la même chose avec Kanye West présentement. Oui, puis j'ai bien de la misère à pas le faire. Il y a des non, mais le bonhomme il est diagnostiqué bipolaire. OK, d'accord, mais ensuite de ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement discréditer ce qu'il dit? Ben là, ça commence à faire pas mal de monde qu'on discrédite socialement. Là, je suis désolé, mais les gens bipolaires existent en société, ils ont un point de vue sur les choses, puis qui a le droit d'exister, puis qui peut faire avancer la société. Tupac. Kanye en fait partie. Et donc, de sombrer tout de suite dans l'espèce de « il était fou, flac ouais. ». Ça arrive avec les tueurs en série. J'écoutais une série sur Netflix sur les tueurs en série. Oui, moi j'aime bien ça aussi. Mindhunter, tu connais la série? Je l'ai pas vu, celle-là, par exemple. Okay. Ouais, bon, c'est quoi la démarche puis c'est une histoire vraie, là, la démarche du gars du FBI, manifestement. Il fallait qu'on change du FBI. Mais c'est de dire, OK, d'accord, là, ils sont fous. Parce que, non, those guys are crazy, tu sais. Non, moi, je vais m'asseoir avec, puis je vais les interviewer. Puis moi, j'écoutais ça, puis j'étais fasciné, puis je me disais, voilà, c'est ça qu'il faut faire avec le hip-hop. Ah, tu parles des entrevues avec des criminels en prison? Des entrevues avec Charles Manson, des entrevues avec genre toutes sortes de monde que, normalement, c'est juste, on les étiquette fous tueurs en série, puis on leur parle plus pantoute. Mais c'est notre histoire, souvent. C'est l'histoire de notre société. C'est les erreurs qu'on a faites, qu'on devrait apprendre, en fait. Exact. La volonté de compréhension. Le policier en question, en entrevue, il disait « fausse empathie ». Tu t'es assis avec la personne, moi le mot « faux », je le trouve un petit peu trop, là, mais quelque chose comme une empathie. Ouais. D'essayer d'être empathique envers la personne que tu essaies de comprendre, parce que sinon, tu l'étiquettes, tu la discrédites. Bon, mais Tupac, moi je me suis dit, c'était pas de la fausse empathie, c'était de l'empathie carrément, c'était de dire pourquoi il est allé là. Puis donc, le côté dichotomique de sa personnalité qui revient constamment dans toutes les... Il était Black Panthers, après ça, il était... fumeur de joint, buveur de Hennessy, puis en fumant maudit, puis en buvant maudit, puis à un moment donné, c'est clair, tu te dis chonk quand tu bois un 26 onces par jour, je comprends. Ouais. Mais il y avait quand même cet aspect-là, qu'il était en prison, il a lu le livre, puis il a fait, c'est les deux aspects de ma personnalité, ce qu'il est en train de raconter, ce bonhomme-là. Je peux être un espèce de sans foi ni loi, thug, qui s'en fout, mais je peux être engagé politiquement aussi. Non seulement ça, mais la politique qui marche le mieux dans toute l'histoire, c'est celle-là. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, tu sais, c'est pensé tout ça. Ben absolument, tu sais. Puis vous voulez savoir ce que Tupac lisait? Faites Tupac Reading List sur oui, j'ai Puis il y en a énormément, ouais. Toutes sortes de livres. Il lisait toutes sortes d'affaires, puis il comprenait ce qu'il lisait. Tu sais, il y avait quelque chose dans la démarche aussi, bon, avec du recul, là, on trouve ça un petit peu malaisant, mais tu sais, Death Row, là, c'était le premier black label, comme il prenait possession de tout ça, il prenait possession de leur destinée. Bon, finalement, c'était géré tout croche par des criminels, puis ça s'est mal terminé, mais il y avait quand même une démarche là-dedans, il y avait quand même une posture qui était extrêmement importante, j'imagine, à ses yeux, là. J'imagine qu'il voyait ça comme ça, tu sais. Suge Knight, je serais le boss de Death Row Records. Ouais, j'ai écouté bien des documentaires sur lui, lu bien les affaires, fascinant personnage. C'est ça, je serais curieux de le rencontrer, là, je veux le dire de même, là, c'est-à-dire parce que
je suis encore, je dirais ça, là, je suis encore dans une... lui, là, c'était lui le problème. Là, j'ai beaucoup tendance à faire ça. Cela dit, je comprends ce que tu dis. Là, mais il y avait cette démarche-là aussi. Ouais. Tu sais, lui, il voulait buy black people for black people. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, donc, cessons de le discréditer complètement, certainement. Puis essayons, lui aussi, de comprendre ce qu'il essayait de faire avec ça. Parce que ça a changé l'histoire. Tu sais, de comprendre les choses qui ont changé l'histoire, tu peux pas faire ça en disant il y a des bons puis il y a des méchants. Là, tu sais. Ça marche jamais de même. C'est complexe, tout ça est complexe. Ben oui. Mais Suge Knight, quel personnage quand même, qui a financé son label en empruntant de l'argent à un drug lord, là, finalement, qui est en prison, puis il a volé cet argent-là. Il a jamais rien redonné. C'est comme ça prend des couilles quand même pour faire ça. Sortir Tupac de prison puis dire je te paye ta caution si tu me fais 3 albums. Tupac qui dit OK, je vais commencer par un album double. Il y aura 2 albums de réglés immédiatement, puis d'autres histoires que je sais pas qu'est-ce qui est dans le folklore, mais il prend Vanilla Ice puis il secoue par-dessus une rambarde de balcon. Oui. Parce que je sais pas trop. J'ai entendu les 2 versions, puis ça semble. Tu sais, je pense que Vanilla Ice, il exagère un petit peu, mais c'était pas mal. Il l'a pas mis au-dessus du sol, mais il a fait comprendre. Le balcon, il est là. Il aurait pu tomber. Signe ça serait bien. Tu fasses ça. Fait que, puis après ça, il est débarqué. Puis le pire, c'est que quand il l'explique sur Knight, tu fais comme, je suis pas en désaccord avec le petit, il se faisait voler. Tu sais, c'était un de ses artistes qui avait écrit une tune, puis il recevait presque pas de droits, puis il était comme, non, ça se passera pas de même. Moi, je suis un thug. Fait que tu vas me signer ce papier-là. Ben, la fascination pour la vie de gangster, c'est comme si Martin Scorsese, ça va, tu sais. Puis moi, je suis fasciné par les films de gangsters depuis que j'ai 15 ans, là, tu sais. J'écoutais Goodfellas, là, puis wow, là, oh my God. Tout le monde, on est fasciné par ça. Ben, c'est ça, mais comment ça se fait que le hip-hop, là, il y a comme quelque chose qui change? Il y a sûrement un peu de racisme là-dedans, probablement. C'est inévitable de pas dire le mot racisme. Là. À un moment donné, c'est comme, OK, c'est la mafia italienne, c'est magnifique, ils n'ont pas des beaux suits. C'est romantique, c'est dans des clubs enfumés à New York en je sais pas quelle année. OK, mais là, c'est à Los Angeles en 1988 ou 94, whatever. C'est une logique tout à fait semblable, puis un monde d'une cohérence tout à fait égale. Fait que de vouloir dire ces deux choses... oui pour l'un puis non pour l'autre, il y a une hypocrisie là-dedans. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça, la violence dans l'hip-hop? T'en parles un peu, puis je trouve ça intéressant. Tu sais, KRS-One dit comme, si on veut critiquer cette violence-là, il va falloir critiquer toutes les violences. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, souvent, le monsieur, madame, tout le monde n'aime vraiment pas les hip-hop pour ça, c'est très violent. Oui. Mais les violences dans le monde en général, ça, c'est moins critiqué. T'sais. Ben, tu mentionnes KRS-One, puis KRS-One, c'est son 2e album, ça s'appelle By All Means Necessary, puis il prend la même pose que Malcolm X, à côté de la fenêtre, avec le gun, c'est juste qu'à la place d'être un AK-47, c'est un Uzi, parce que c'est 20 ans plus tard. Puis, ce qu'il va faire sur cet album-là, c'est de dire... D'ailleurs, il faut retourner lire Malcolm X. Hein. By All Means Necessary, tout le monde fait « il veut qu'on s'entretue ». Mais non, ce qu'il commence par dire, c'est « OK, si tu veux pouvoir t'en sortir », parce qu'il dit ça en disant « il faut s'unir en tant que communauté afro-américaine ». Puis il faut se libérer en tant que communauté. C'est quoi les moyens qu'on doit prendre? Le premier moyen, c'est l'éducation. Deuxième moyen, c'est les biens matériels. Il faut avoir 3 petits points. Et éventuellement, peut-être, si ça marche pas, la violence. On n'avait pas retenu tout le avant. Ben, c'est ça. Puis KRS-One, il fait un peu la même affaire. Là, il est en train de dire, OK, bon, mais là, le hip-hop, parce qu'on est en 1988, cet album-là, puis le hip-hop est en train d'arriver tranquillement à une popularité d'aréna, parce que c'est les années Run DMC. Là, lui, il est en train de dire, OK, mais là, conceptuellement, il faut penser à notre affaire. Là. Si, on peut pas... il y a une tune qui s'appelle Stop the Violence, parce qu'il est à la source d'une tune ou d'un mouvement même qui s'appelle Stop the Violence. Puis quand on écoute cette tune-là, il est en train de dire qu'il faut cesser la violence au sein du mouvement hip-hop. Ce qui est quand même prophétique par rapport à ce qui va se passer 10 ans plus tard. Et donc, si on arrête la violence au sein du mouvement hip-hop, il va y avoir une force de frappe de nous tous ensemble. Il n'est pas en train de dire cesser la violence au niveau mondial, point, parce que c'est complètement naïf de dire une chose comme celle-là. Sacrément, là, voyons donc, là, cesser la violence. Il n'y a pas un pays qui arrête la violence. Pourquoi c'est bon. Puis, c'est quelque chose qui revient tout le temps là, quand il y a des manifestations. Il y a eu de la violence, on discrédite immédiatement. D'abord, c'est quelques éléments la plupart du temps. Ensuite de ça, dans ça... Ouais, c'est fascinant ça. On revient à l'affaire de, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, là, comme, est-ce que tu condamnes la violence? Mais comme, vous avez pas vu les policiers qui lancent des balles de plastique dans les yeux? Ça, vous demandez jamais à personne de condamner ça. C'est assez fascinant. Ça l'était effectivement. Puis moi, je garde un souvenir
tendre carrément de demander Gabriel Nadeau-Dubois qui est en entrevue chez Pierre Maisonneuve, qui est toujours animateur le midi à l'époque. Puis donc, il essaie de le faire cracher le morceau, tu condamnes-tu la violence, tu sais, puis Gabriel Nadeau-Dubois fait le tour de même. Puis là, à un moment donné, M. Maisonneuve, tu sais, avec son gros rire de « Oh, vous êtes habile! » C'était précieux parce qu'effectivement, bon, évidemment, tu peux pas commencer à carrément défendre l'usage de la violence pour mettre de l'avant ses causes. Ça prend toute une mise en contexte, ça prend toute une espèce d'entourloupe pour dire peut-être qu'éventuellement, si t'as pas le choix, si t'es en autodéfense, mais ça, les gens veulent pas entendre ça, Ouais, mais il faut être habile, je vais dire ça comme ça, tu sais, pour bien contextualiser la violence. Puis il y a un contexte de l'usage de la violence dans les luttes de libération partout dans le monde. Ben oui, ça fait partie de l'histoire, là. C'est nier l'histoire. Il faut être tu sais, puis moi, quand je le présente dans mes cours puis dans mes conférences, je dis tout le temps, OK, la violence, parlons-en. Puis là, déconstruire justement là d'où ça vient, puis de dire, il y a tout un préambule, puis il y a personne qui veut tomber là-dedans tout de suite, mais il y a quand même certaines circonstances où ça devient inévitable. Puis je pense à Nina Simone, dans le documentaire sur elle, sur Netflix, qui va voir Martin Luther King, puis elle dit... Dr. King, I am not non-violent. puis Martin Luther King, il répond, That's all right, sister. There's no problem. Parce que, tu sais, parce qu'on présente souvent Malcolm X puis Martin Luther King en opposition, l'espèce de pacifiste angélique, puis l'autre sanguinaire qui veut tuer tout le monde. Mais c'est pas ça du tout. Il y avait de la nuance de part et d'autre du débat, puis il y avait une rencontre qui se faisait, puis il y avait une volonté de lutte commune, puis c'est la même chose. J'ai envie de dire c'est la même chose dans le hip-hop. T'sais, même s'il y en a qui vont être plus violents, d'autres moins, il y a quand même une espèce de volonté de faire avancer un mouvement. Puis cette idée-là de mouvement revient constamment, puis c'est la force de l'affaire. Ouais. On est en mouvement, il y a une volonté de respecter les traditions, puis là d'où ça vient, mais c'est un mouvement. Puis là, le train avec le graffiti, la danse, etc., tout ça, c'est comme un espèce... On peut pas arrêter la caravane. C'est ça qui est beau de cette affaire-là, c'est que ça avance. Puis c'est ça qui me fascine. Ouais, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. Fait que toi, t'as quand même l'impression que l'espèce de vision de KRS-One, de cette espèce de mouvement fort-là, ça a resté quand même. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui a migré vers... C'est un peu un... Tu sais, le hip-hop, je trouve que c'est très libre marché, là. Tu sais, c'est très compétitif au plus fort. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'ultra-commercialisation... qui a sa valeur philosophique aussi, Cardi B, pas KRS-One, mais Kendrick Lamar, des choses comme ça. Mais il y a aussi des machins super nichés qui sont... qui vont dans toutes sortes d'autres directions, hyper conscientisés, hyper ci, hyper ça. Puis donc, le côté commercial, puis moi, je dois dire qu'à la base, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que c'est ça qui touche le plus de gens, en quelque part. Oui, effectivement, il n'arrête pas de grossir. Mais tu sais, un des rappeurs qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est un rappeur de Nouvelle-Orléans qui s'appelle Big Freedia. Big Freedia, il se présente comme... il dit, vous pouvez m'appeler homme ou femme, je suis un homme homosexuel. Il fait du bounce. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du New Orleans bounce, là, c'est comme dans le tapis, là, c'est comme on répète tac, 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 super up-tempo. Puis... Donc, il est en train de remettre... Puis moi, je suis allé voir un show de lui à la diversité, Festival de la diversité à Montréal l'été dernier, 2018. Puis il arrive sur scène, puis là, il y a des danseurs et des danseuses qui font du booty shake, là, vraiment, là, hypersexualisation, etc. Hommes et femmes. Ah ouais, OK. Fait que là, tu sais, c'est comme... c'est intéressant. Wow! Il y a comme une espèce de remise en question des codes en même temps qu'une récupération de ces codes-là. Ah, très cool. Puis le dude, il est fascinant, puis sa musique est vraiment bonne et dansante et amusante, tu sais. Puis tout de suite après, lui / elle, peu importe, il y avait une rappeuse, dont j'oublie le nom. Je me souviens plus, mais genre la rappeuse coqueluche lesbienne de New York en ce moment. Okay. Puis là, la foule a fait comme vroom parce que c'était ça qu'ils venaient voir. Princess Nokia. Okay. Puis là, moi, pendant le show de Princess Nokia, je me retourne à mon ami, je dis, la vraie patente, c'était avant, hein? Puis là, il dit, ouais, la vraie patente, c'était... tu sais, comme parce que Big Freedia, je pense, a 40 ans aujourd'hui, là, ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis donc, il y a le côté commercial du rap queer même, mais il y a le côté roots du rap queer aussi. Mais c'est intéressant ça, parce qu'on s'entend que, puis tu t'en parles dans le livre, mais il y a quand même une historique un peu homophobe, misogyne du rap. D'ailleurs, tu m'as appris, je connais, moi, Roxanne Shante, j'avais jamais entendu parler de ça, JJ Fad. JJ Fad sont fantastiques. Qui était dans Ruthless Records. Ils sont venus avant NWA dans Ruthless Records. J'ai jamais entendu, je veux dire, j'ai écouté plein de documentaires sur Ruthless Records, sur NWA, jamais entendu ce nom-là. C'est le gérant controversé de NWA, Jerry Heller, qui en parle dans sa biographie. Il dit,
ils ont quand même ouvert la porte beaucoup, là, JJ Fad. Là. S'il n'y avait pas eu JJ Fad, Ruthless Records n'aurait peut-être pas été aussi connu que ça, puis on aurait peut-être moins entendu parler de NWA. Okay. Mais, bon, pour revenir à ta question principale, c'est-à-dire la misogynie puis l'homophobie dans le hip-hop. La misogynie, ça a avancé énormément dans les 5 dernières années. Avec tête d'affiche, certainement Cardi B. Lizzo, même chose. Missy Elliott qui travaille qui fait du travail de fond depuis très longtemps, puis qui commente qu'il y a eu un hommage important au MTV Music Awards récemment. Toute ta question du rap queer, LGBTQ+, c'est maintenant. Puis c'est pour moi, ça se passe je vais travailler là-dessus parce que c'est trop intéressant. Là. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de... Parce que tu écoutes des tunes, tu fais comme « Oh my God ». Puis même les tunes les plus conscientisées, il y a comme l'espèce de... petite phrase dite vite comme ça, là, super homophobe, que tu fais comme « Oh là 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 ». Même Public Enemy, à un moment donné, il y a un truc... Il y a un truc par rapport à une tune qui s'appelle Sophisticated Bitch. Là, t'es comme, hey là là, c'est quoi ça? Mais c'était dans la culture à l'époque. Oui, mais tu sais, en tout cas. Vous auriez pu y réfléchir mieux que ça. C'est partout, là, la misogynie et l'homophobie. Mais maintenant, moins. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Je l'ai appris récemment, mais celui qui a eu le hit de l'été, Lil Nas X, la tune Old Country Road, a fait son coming out au mois de juin. Ah ouais, ça je savais pas. J'ai pas vu ça. Puis là, c'est un journaliste pour le livre, justement, puis il dit, tu savais ça? Je dis non. Puis je suis comme, oh my God. C'est huge, là, quand même. C'est dans le plus gros hit de l'été. Puis, tu sais, il fait son... Fait que je me dis... Enfin. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écouter du hip-hop, il y avait des articles. J'avais lu un article dans le Vibe, à un moment donné, un rapper qui avait fait son coming out, puis il était stigmatisé au bout, puis on n'a jamais entendu parler après, puis c'était pas si bon que ça ce qu'il faisait, mais ouais, on fait du chemin quand même. Là, si il peut faire son coming out, puis j'en ai même pas entendu parler, c'est assez fascinant. C'est merveilleux. Puis il y a une rappeuse new-yorkaise, Brooklyn, je crois. Young M.A. qui est lesbienne ouvertement, puis qui en entrevue elle va dire, tu sais, parce que là elle son gros buzz c'est il y a 2 ans disons, puis elle dit en entrevue, j'aimerais ça que mon orientation sexuelle ça soit pas si important. Ben oui. Qu'on revienne pas constamment là-dessus là, parce qu'à un moment donné ça va, on est en 2017. On a évolué s'il vous plaît. Puis donc depuis 2 ans, même entre elle et Lil Nas X, il y a eu cette espèce de flip là. Puis je viens de recevoir un appel à communication pour un colloque en France, les questions queer dans l'époque. Tu sais, il y a comme un... OK, là, ça se passe en ce moment-là. Réfléchissons là-dessus. Puis je suis comme... Tu sais, parce que je me souviens, ça fait 4 ans que je donne le cours, ça fait juste 2 mois que le livre est sorti. Mais je me souviens, il y a 4 ans, quand j'arrivais à la fin de la session, je parlais de ces questions-là. Puis là c'était comme, OK, nommez-moi un rappeur gay, une rappeuse lesbienne, quelque chose... Puis, Frank Ocean, oui, mais Frank Ocean plus producé. Fait que là, il y a comme... C'était dur d'en trouver. Là. Aujourd'hui, Brockhampton sort. Il y a toutes sortes de noms qui commencent à apparaître qu'on fait comme... Puis, moi, comment je le vois, c'est que dans le hip-hop même, dans sa marginalité, c'est comme dans sa logique d'en arriver là éventuellement. Si on met de l'avant l'avancement d'une communauté, une démarginalisation, on peut pas le faire d'un bord puis pas le faire de l'autre. Ouais, mais tu sais, à la base, il faut quand même s'entendre, il y avait quelque chose de très viril là, dans l'époque, très braggadocious, masculin en gros guillemets, là, mais tu sais, il y avait ça, là, l'espèce de confrontation des hommes de quartier qui ont de l'énergie là, à mettre à quelque part, puis ils veulent pas la mettre dans quelque chose de négatif, de violent, fait qu'ils le mettent dans de la musique. T'sais. Mais moi, je pense au côté très viril et braggadocious du voguing. Tu sais, quelqu'un qui arrive, là, ça... Allô, là, tu sais, c'est comme, prend sa place, là, puis je reviens au battle dans Révolution le week-end dernier, t'avais le gars qui faisait le voguing, puis t'avais le gars qui faisait de la danse hip-hop hardcore, il avait mis sa chaîne en or dans sa bouche, puis c'était un moment de télé magnifique. C'était vraiment hot, là, tu sais, puis c'était comme... c'était autant viril l'un que l'autre. Tu sais, donc, je comprends. Il y a comme une espèce de on fait évoluer cette patente-là. Là. Puis moi, je réfléchis à... Parce que la danse, le break... ça se passait en même temps que l'émergence du voguing. Tu sais, fait qu'il y a comme il y a du monde qui se sont rencontrés dans ces cercles-là, nécessairement. Puis c'est quelque chose que j'ai pas fouillé assez pour pouvoir en parler intelligemment. Mais je suis très curieux vis-à-vis de ça, c'est sûr. T'as-tu l'impression que tu parles beaucoup des 4 éléments dans du hip-hop, t'as-tu l'impression qu'on a perdu un peu les c'est pas mal le rap qui a pris l'avant-plan, là, puis on parle pas ben la culture du graffiti, je sais pas si c'est très vivante en ce moment, j'ai aucune idée, là, tu sais. J'ai reçu Miss Me ici qui fait pas mal plus de l'art du street art là, que du graphe, là, qui est complètement différent. Ça évolue un petit peu vers ça. Puis le DJing, écoute, c'est pas mis vraiment de l'avant. Là. Il y en a toujours un d'un show, là, puis même que souvent il l'enlève. Là. Il l'enlève parce que ça coûte moins cher. Exact. C'est DJ Asma que j'interviewe dans le livre, shout out à lui.
sont où les DJ dans les shows? Parce qu'à la base, il faut bien souligner, le centre d'un party hip-hop, c'était le DJ. Mais oui, c'est lui qui créait de la musique à partir de vieille musique. Il met des bouts, puis il crée un beat, puis le rapper, moi c'est esthétiquement, là, je trouve ça beau, là, c'est-à-dire que la table du DJ, le rappeur, il est derrière. Avec le DJ. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, c'est-à-dire ce que tu regardes, c'est une table. Avec 2 personnes en arrière. Puis donc, le MC faisait juste faire des shout-outs. C'était bien simple. Hey, what's up, un tel? Je m'en viens de boire. Les crinqués sur la musique en train de danser. Puis ça. Là, évidemment, aujourd'hui, c'est le rapper qui est à l'avant. Puis, tu sais, Cardi B, c'est qui le DJ de Cardi B? Je le sais même pas. Il y a comme un espèce de revalorisation nécessaire. Ça reprendra pas, le DJ reprendra certainement pas le centre de l'affaire, mais quelqu'un comme DJ S, moi, le revendique un peu de, on pourrait au moins intelligemment programmer des DJ entre les groupes dans les shows, dans les festivals, peut-être. Tu sais, puis pas mettre genre une compile en boucle et que t'as entendu la même tune à 2h de l'après-midi puis à 10h du soir puis t'es tanné. Tu sais, des petites choses comme ça que ça coûte pas si cher que ça, booker un DJ, puis c'est bon. Puis ça fait lever le party. J'ai l'impression que c'est les producers, les beatmakers qui ont comme pogné cette vibe-là. Là, on les connaît un peu plus. Si tu connais un peu les pop, parce que tu finis par connaître un peu c'est qui les beatmakers. Cela dit, moi j'étais au festival Level Up, nouveau festival à Laval, puis il y avait Lauryn Hill. Puis Lauryn Hill, elle se fait toujours un peu attendre avant ses shows. Ça a pris combien de temps cette fois-là? 2 heures, 3 heures? Non, c'était pas si long. C'était comme le moment où on se disait, OK, il serait temps, est arrivé. Mais, super. Parce qu'il y a eu une première partie annoncé Rakim, puis moi j'étais comme Rakim, c'était la première partie. C'était Rakim, fait que là déjà moi je capotais. Légende, il a fait tous absolue. les hits de l'époque. Après ça, petite pause. Après ça, il y a une DJ ah non, attends même pas. Il y a une chanteuse pas annoncée qui arrive, genre oui, je suis une telle, je vais vous chanter quelques chansons. On est comme OK, cool, on va boire une bière. Après ça, il y a une DJ qui arrive. Bon, c'était un peu long, mais quand même, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je pense que c'était au show de Justin Timberlake au Centre Bell, il y a 2 ans, c'était la même affaire. C'est-à-dire un DJ qui arrive, là c'était une DJ au show de Lauryn Hill, puis qui met des gros hits boom bap hip-hop des années 90. Ouais. Ça fait lever la foule en esti. Ben oui. Et ça reste sa place dans tous les spectacles. C'est-à-dire, le moment d'attente, là... Ouais. Il passe tellement plus vite. Si tu fais du fun, t'es comme, je m'en fous, il est rendu quelle heure? C'est une bonne tune qui joue. L'artiste principal arrivera à un moment donné. Bon, ça, c'est pour les DJ. Pour le graffiti, certainement moins dans les métros. Là. Ça, c'est la base de l'affaire est beaucoup moins en vie à Montréal. À New York aussi, c'est propre anti-ici, le métro à New York. Sauf exception. Là. Mais le graffiti a intégré le tissu urbain. Moi, je pense à un festival comme Mural à Montréal. Qui fait un travail exceptionnel, là, quand même, il faut le dire. Là, ce quartier-là, sur Saint-Laurent, coin Sherbrooke, là, pour ceux qui ne placent pas, autour du mois de juin, pendant le Grand Prix, à peu près, tout le quartier devient animé par l'art de rue, que ce soit DJ, rap ou ben, pas graffiti, mais mural. Fait qu'il y a comme une espèce de acceptabilité sociale. Oui, c'est un peu ça. Ça a été un peu washé. Ça a été washé un peu, mais ça reste que c'est... Moi, je trouve ça nécessaire, puis je trouve ça beau, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée, là, que la ville récupère un peu ça, mette un peu d'art là, dans ces buildings-là. Ben, puis bon, il y a l'art mural en tant que tel, mais après ça, il y a les fresques de graffiteurs. Là, les murs de mon quartier commencent à être tapissés un peu partout de fresques de graffiteurs parce que crime, c'est beau. Après ça, les taggeurs qui vont embarquer, moi, en cherchant là-dessus, j'ai gagné beaucoup de respect pour eux parce que c'est la base de l'opération, de dire ça c'est à moi même si c'est pas à moi. J'existe, puis je suis là, puis de s'approprier l'espace public, ce qui est peut-être la notion philosophique qui a donné naissance à toute la philosophie du hip-hop, à mon sens. S'approprier, je fais un party là. Qu'est-ce que tu veux faire? J'écris mon là. Système de son, il est fort. T'appelleras la police. Bon, ben, quand t'écris sur le mur, t'es en train de dire la même chose, essentiellement. Puis, je le vois beaucoup. Ceux qui sont... j'ai pas envie de dire moins présents, parce que je sais qu'ils le sont, mais moins visibles pour le grand public, à part dans les shows de danse télévisés, ce sont les danseurs urbains. Que là, c'est plus un milieu niché qu'il faut que tu saches où la compétition se passe, puis etc. Mais c'est certainement vibrant et très actif. C'est pas mort, ça c'est clair. J'ai découvert, en cherchant pour le livre, un style de danse qui s'appelle le whacking, qui a grandi sur la côte ouest pendant... Il y avait le voguing à New York, puis il y avait le whacking à Los Angeles. Puis c'est beaucoup... Ça ressemble, pour quelqu'un qui se connaît pas, là, ça ressemble au voguing, mais c'est... avec les bras plus... En tout cas, c'est magnifique, c'est super beau, puis c'est vibrant présentement. Fait que c'est là, c'est juste peut-être pour quelqu'un de l'extérieur, il faut plus aller le chercher. Merci, Jérémy. C'était super intéressant. Merci de traiter ce mouvement-là avec respect et intelligence. Allez checker ça, gang. Philosophie du hip-hop qui est publié chez XYZ. Merci Jérémy. Plaisir. Au plaisir. Bye-bye.